Alors, Frédéric, ici, nous vient du sud-ouest de la France. C'est un entrepreneur, il se définit comme un entrepreneur humaniste. Il a été donc à l'initiative du mouvement pour le revenu de base en France. Il a travaillé aussi avec Patrick Vivray, avec le mouvement Sol, donc c'est vraiment le développement de réflexion et de monnaie locale. Il a été dirigeant de plusieurs entreprises vraiment dans l'économie sociale. Peut-être que tu en diras un mot. Et puis en 2013, il a reçu, ce sont ses mots, c'est pas les miens, une baffe de la transition écologique en se disant là il y a vraiment quelque chose à faire. Et il est parti à vélo faire un tour de France des initiatives un peu alternatives. C'est bien ça? Voilà. Suite à cela, il a monté un projet de coalition territoriale et de développement territorial qui s'appelle Terra. C'est un écosystème qui a pour but de revitaliser principalement les zones rurales. Et sur ce, je pense que je vais te laisser la parole. Merci. Ça te va? Hop. Voilà. Ben, mesdames et messieurs, Frédéric Bosquet. Donc bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir dans ce magnifique lieu. Donc je vais essayer de vous partager pendant cette conférence un petit peu trois grandes étapes dans notre projet, ou trois éléments de ce projet. D'abord un petit peu l'historique. Vous voyez, je suis beaucoup attaché moi à la notion de processus. Un arbre, quand il pousse, il compte pas ses feuilles. C'est parce qu'il pousse que ses feuilles poussent, en fait. Donc, le processus est bien plus important que le résultat. Parce que quand on travaille sur les processus, les résultats, finalement, ils viennent. Alors, c'est plus long, c'est plus compliqué, c'est plus dur, mais c'est beaucoup plus durable. Donc, première partie, on va revoir un petit peu l'historique de ce projet. On va s'attacher aussi au constat que j'ai fait pendant les 3 Tours de France qu'on a réalisés donc, sur plus de 14 000 km pendant 3 ans. Les constats qu'on a tirés on va dire de la détérioration de nos zones rurales par la sururbanisation. Et puis ensuite, dans cette première partie, on terminera par la réponse qu'on essaye d'apporter avec Terra, qui veut dire tous ensemble vers un revenu d'autonomie. On en parlera un peu plus. Dans la deuxième partie, je vous parlerai plutôt des principes d'émergence. On reviendra sur la notion d'émergence qui nous permettent de porter ce projet depuis 10 ans, puisque notre objectif, c'est moins de faire quelque chose que de contribuer à renforcer des émergences dans ces territoires et de les appuyer quand elles portent ces principes-là. Et donc, je vous parlerai de ces 6 principes et du 7e qui est transversal. Et enfin, je terminerai par un petit bout, en tout cas un peu de notion sur le modèle économique et financier qui est très original et qui est une véritable innovation de rupture. Et pour ceux qui seront là cet après-midi, on poursuivra avec 2 heures de jeu de rôle dans le cadre d'un jeu du modèle économique qu'on a développé pour justement faire toucher du doigt ces notions de processus et d'émergence, en fait, pour qu'on comprenne comment on passe d'une zone rurale à revitaliser à un écosystème coopératif territorial. Donc ça, dans la 3e partie, je vous donnerai quelques éléments de contexte pour que vous puissiez comprendre comment on arrive à valoriser en monnaie ce qui compte pour nous. Voilà. Entre chaque élément, on s'arrêtera peut-être 5-10 minutes pour éventuellement que vous puissiez discuter entre vous par rapport à ce que vous vivez dans votre propre territoire. Parce que l'idée, c'est quand même de transmettre une expérience, mais aussi de voir comment elle fait écho chez vous, ou pas d'ailleurs, ou même si c'est complètement différent. Il ne s'agit pas ici de dire voilà la vérité, mais plutôt de témoigner d'une expérimentation qu'on conduit depuis 10 ans. Et puis alors, peut-être on pourra veiller au temps, parce que je pourrais être là demain matin à 4 heures en continuant à vous partager ça, tellement je suis passionné par ce que je fais. Donc, des fois, j'en oublie le temps. Donc, n'hésitez pas à me timer. Je pense qu'on a à peu près 1h30, c'est ça à peu près? Ouais, c'est ça. OK. Voilà, vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. Tu veux que je t'indique un peu Oui, si tu peux m'indiquer genre tous les quarts d'heure. Comme ça fait 6 quarts d'heure. Ça va? Je te fais 6, 5. Ouais, super. Ah, super, nickel. Ça m'aidera beaucoup. Alors d'abord, l'origine. Alors l'origine, donc j'étais un entrepreneur humaniste depuis plus de 30 ans.
Humaniste, ça veut dire quoi pour moi? C'est important les mots. Vous verrez que je redéfinirai pas mal de mots pendant cette intervention. Comme disait mon ami Patrick Vieuré, qui est philosophe, on nous a volé les mots, il faut nous les réapproprier, sinon on ne pourra plus penser le monde. Donc le mot est quelque chose d'extrêmement important puisqu'il nous permet de modifier la réelle. Et si on ne peut pas poser un mot sur le réel, on ne peut pas le modifier. Donc c'est très important de se réapproprier ces mots pour pouvoir ensuite modifier ce réel. Et ça, c'est vraiment la caractéristique principale de l'homme. Donc entrepreneur humaniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux remettre la finance au service de l'économie. Économie définie par oikos, hein, les règles de la maisonnée, hein, ce qui gère la rareté dans une maison. Oui. Donc remettre la finance au service de l'économie au service de la vie. Là, on parle souvent de valeur ajoutée dans les entreprises. Hein. Valeur, ça vient de valeur, qui veut dire force de vie. Donc normalement, quand vous analysez la valeur ajoutée d'une entreprise, vous analysez sa capacité à ajouter de la force de vie sur un territoire. Donc remettre la finance au service de l'économie au service de la vie, pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Hein, alors ça paraît un peu ésotérique, mais si vous reprenez par exemple la Constitution française, dans son préambule, en fait, toute la Constitution française repose sur la recherche du bonheur. Si vous regardez la Constitution américaine, pareil, le bonheur est au cœur de la Constitution américaine. Donc le bonheur, en fait, bonheur, hein, étymologiquement, être à la bonne heure. C'est pas un truc métaphysique, hein, c'est juste être au bon endroit, au bon moment, à faire ce qu'on a envie de faire, tout en respectant, en fait, le milieu qui nous nourrit, qui nous permet de nous développer, et avec les autres êtres humains et les autres vivants. Oula, ah, je ne sais pas ce qui s'est passé là, c'est intéressant. Voilà, donc en 2013, en fait, donc j'étais directeur de société, je dirigeais une entreprise de personnes handicapées, on était une cinquantaine de salariés, une agence d'intérim social, on était une centaine d'équivalents temps plein. Donc on a lancé le mouvement français pour un revenu de base, où j'étais très engagé. Avec Patrick Viveret, on développait un mouvement qui a essaimé un peu partout en France, ce qu'on appelle des monnaies citoyennes locales. Donc on a fait partie des premiers à lancer les monnaies locales en France. On a même fait voter une loi constitutionnelle en 2014, pas une loi constitutionnelle, une loi sur l'économie sociale et solidaire en 2014, pour que ça rentre dans la loi française et que les monnaies citoyennes locales soient reconnues, parce qu'on était borderline, à chaque fois on se posait la question si on pouvait continuer. Et puis j'étais coach et formateur en gestion du stress et des émotions, et j'accompagnais des entreprises dans leur changement systémique, en les aidant à piloter leur activité par l'attention de leurs salariés. C'est-à-dire vraiment être vraiment voilà, au cœur du processus. Hein. Le processus, c'est la tâche. Hein, si la tâche, elle est faite sans tension et avec attention, à ce moment-là, il peut se passer plein de choses positives pour la personne qui l'a fait, pour la société et pour le monde tout entier. Donc l'idée, c'était d'accompagner les entreprises à être beaucoup plus présents pour leurs salariés et leurs collaborateurs au sein même des tâches qu'ils font. Un peu comme un arbre ne se préoccupe pas du nombre de feuilles, mais a des tâches qui fonctionnent très bien, hein, et les feuilles poussent. Et puis là, j'étais engagé dans un autre mouvement qui s'appelle le mouvement des colibris, qui a été lancé par Pierre Rabhi en France. Et le mouvement des colibris avait organisé en France des forums ouverts. Et pendant 2 ans, en fait, on a accueilli des centaines de citoyens, d'entrepreneurs, d'élus dans ces forums ouverts, en fait, et on leur demandait quelles seraient les actions locales qui auraient des effets globaux sur la société et qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux habitants de nos territoires, aux entreprises et aux collectivités territoriales pour vraiment enclencher localement des actions qui transforment toute la société. On est revenu avec, il y a eu plus de 400 ou 500 propositions, et pendant 8 jours, on a réuni 400 colibris, et on a fait des rapports, en fait, sur les propositions, et avec un ami, Raphaël Souchet, qui est mort depuis, on a fait la synthèse du programme économique des colibris. Et là, je me suis rendu compte qu'il existait plein d'initiatives dans les territoires dont je n'avais jamais entendu parler, ni à la radio, ni à la télé, ni dans les journaux. En fait, des citoyens lambda qui avaient quitté les villes pour venir habiter à la campagne et lancer des initiatives mais complètement folles. Des trucs en agroécologie, en éco-construction, en énergie renouvelable, en budget participatif dans des communes, enfin des trucs que vraiment je découvrais moi, et pourtant j'étais dans l'économie sociale et solidaire et j'étais quand même au courant de ce genre de choses. Mais là vraiment j'ai été dépassé. Du coup, je me suis dit je veux absolument aller voir ces initiatives, parce que dans mon entreprise en fait j'étais assez
comment dirais-je, bloqué entre mes deux parties, en fait. Une première partie qui était l'entrepreneur qui doit équilibrer ses comptes, dégager des excédents pour développer son entreprise et durer dans le futur, donc avec quand même des contraintes économiques et financières qui sont quand même assez fortes. Et puis de l'autre côté, en fait, il y avait l'activiste, le militant, l'homme engagé pour le respect de la nature et les humains. Et là, j'avais l'impression que de plus en plus, ça s'écartait et je commençais à avoir mal aux adducteurs. Et je savais pas comment me débarrasser de ça, en fait, parce que ça devenait vraiment douloureux. Et quand je dis douloureux, c'est une crise profonde. Hein. C'est le moment où la pomme, vous savez, est mûre et hop, elle tombe de l'arbre. Hein. Elle tombe toute seule. Mais la coupure, elle était là. Et donc, je suis parti en vélo pendant faire 4500 km à la rencontre de ces initiatives. Et à chaque fois, je passais ma journée à pédaler, et puis j'arrivais dans un lieu qui avait été préparé, et je faisais à la fois, je présentais une base inconditionnelle et les monnaies citoyennes locales, et de l'autre côté, avec une petite émission radio, hein, j'avais une radio web, je présentais les initiatives, et comme ça, j'ai pu discuter avec des dizaines et des dizaines d'acteurs, jusqu'à un jour où, en Monceau-les-Mines, j'ai découvert Marc, qui était un agriculteur qui avait tout lâché pour faire de l'agriculture agroécologique avec derrière de l'attraction animale. Et là, il me dit comme ça pendant l'émission en radio, tu sais, moi, Frédéric, je bosse 70 heures par semaine et je gagne 700 euros par mois. Et moi, à l'époque, je gagnais 2000 euros par jour quand je faisais des interventions, à peu près 120 fois plus que lui. Et je me suis senti honteux. Pas honteux personnellement, parce que je savais que j'apportais de la valeur et je ne détruisais pas le monde dans ce que je faisais. Je me suis senti honteux qu'on soit capable dans notre société de rendre pauvres des gens qui produisent de la richesse pour nous-mêmes et les générations futures. Et comme j'étais entrepreneur et que j'aime beaucoup mon métier d'entrepreneur, je trouvais ça, mais vraiment... alors déjà, je n'étais pas d'accord avec la pauvreté, telle qu'elle est, mais en plus que des gens qui travaillent, qui produisent de la valeur pour la société, ouais. Ah oui, d'accord. Et pour les générations futures, soient obligés, pour avoir des valeurs, pour incarner leurs valeurs, de s'appauvrir, ça c'est un truc qui m'a... Du coup, je suis reparti de là, j'ai pleuré pendant une semaine sur mon vélo, en me disant, mais comment c'est possible, comment c'est possible, comment c'est possible. Et en fait, quand je suis rentré à Montauban, donc là où je travaillais, j'ai plus pu diriger, en fait. Je pouvais plus diriger une entreprise, en fait. J'ai dit, mais je ne peux plus ne pas les aider à se valoriser en monnaie, tous ces acteurs que j'ai rencontrés. Et donc, j'ai cédé les entreprises à mes salariés en coopérative. Et moi, je suis parti avec 2 sacs dans les Alpes pendant 9 mois, dans un centre bouddhiste, histoire de, vous voyez, faire un gros reset et de me poser une seule question: comment un entrepreneur humaniste au XXIe siècle peut aider excusez-moi le terme, ces putains de héros anonymes qui sont en train, à bout de bras, de porter les communs de nos générations futures. C'était vraiment une espèce de crise de vocation en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Et c'est comme ça qu'est né Terra, en fait. Parce que je me suis dit, parce que j'avais rencontré plein d'initiatives très différentes dans ces zones rurales, et je me suis dit, ce qu'il faudrait, c'est ramener toutes ces initiatives, les unes connectées aux autres, dans une zone de revitalisation rurale. En France, on classe les communes qui sont en train de mourir dans des zones de revitalisation rurale, connecter toutes ces initiatives, l'agroécologie, l'énergie, l'éco-construction, les monnaies, la gouvernance participative, et toutes ces initiatives, les connecter les unes les autres et voir si on ne pourrait pas créer une nouvelle forme d'organisation qui soit à la fois au moins aussi efficiente que celle qu'on a aujourd'hui, mais surtout beaucoup plus résiliente, et qui valorise en monnaie ceux qui créent de la valeur dans nos territoires. Et c'est comme ça qu'est né Terra. Terra, ça veut dire tous ensemble vers un revenu autonomie. Donc j'ai envoyé un mail à tous mes amis en leur disant, ça vous dirait qu'on fasse ça? Et puis j'ai reçu plein de mails fabuleux et de gens qui m'ont soutenu et qui ont dit, bah, allons-y, fonçons. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti up. On a formalisé un petit peu le projet. Et on s'est beaucoup inspiré des travaux d'Edgar Morin. Peut-être vous connaissez Edgar. Pourquoi? Parce que quand j'étais entrepreneur, je faisais partie d'un mouvement qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants et j'avais suivi une formation énorme qui s'appelle Copernic, dans laquelle on a abordé tous ces problèmes de complexité, de diversité. C'est comme ça que j'ai découvert les travaux d'Edgar Morin. Et je me suis dit, c'est un problème complexe, il faut vraiment s'inspirer de son travail.
Alors, on a redéfini les termes un par un. Donc, tous, ça veut dire qu'on prend tout le monde. Il ne s'agit pas de dire je ne prends que ceux qui pensent comme moi, mais au contraire, tous ceux qui veulent participer à la revitalisation de ces zones rurales. Ensemble, chacun avec son style de vie. Il ne s'agit pas d'être tous pareils en robe blanche ou bleue ou verte ou rouge, mais plutôt un peu comme des prairies de montagne, hein, avec des fleurs bleues, rouges, vertes, jaunes, des grands arbres, des petits arbres, et que tout ça forme un écosystème ensemble. Vert, ça veut dire pour nous qu'on ne sait pas où on va et on assume pleinement de ne pas savoir où on va. Hein, l'innovation de rupture, c'est la rupture. Donc, à un moment donné, si vous essayez de reproduire ce qui existe déjà en l'améliorant, vous ne ferez pas de rupture. Ce n'est pas en faisant évoluer la bougie qu'on est arrivé à l'ampoule électrique. Hein, on fait de la lumière, mais c'est pas du tout, c'est pas à un moment donné, tac, on est passé de la bougie à l'ampoule électrique. Et donc, à un moment donné, il faut faire un pas de côté, et pour ça, il faut accepter l'idée de la rupture, de se tromper, de fonctionner par essai-erreur, de pas plaquer ce qu'on sait déjà sur ce qui va se passer. Et donc, on a adopté ce principe d'émergence et d'itération, c'est-à-dire le fait d'avoir des principes dont on parlera tout à l'heure, et faire en sorte que ces principes, on essaie de les appliquer dans le réel, et puis en fonction de ce qui sort, ben on prend le meilleur, ce qui peut avoir plus de potentiel, et on repart dans l'étape 2. Et si jamais on se plante ou on arrive dans une impasse, on trébuche et on tombe, si on n'est pas mort, hein, c'est un peu comme la vie, on apprend de ce qui s'est passé, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, et on fait une nouvelle essai, et là on est vraiment dans une logique de méthode scientifique. C'est pour ça que dès le départ à Terra, on s'est associé à un conseil scientifique qui nous suit depuis le début du projet, enfin presque depuis le début du projet, et on travaille avec des échanges entre des chercheurs, des économistes. D'ailleurs, on a travaillé avec quelqu'un près de chez vous, qui est un géographe. Ça y est, j'ai un trou. Qui est à l'université de Namur, et il a un nom que j'ai du mal à prononcer. Et comment? Non, c'est pas lui. C'est Don Decker, un nom comme ça. Ou Nicolas, voilà, c'est ça, Nicolas. Donc, voilà. Et comme il a arrêté l'université là en ce moment, il est en pause, on ne s'est pas vu depuis 2 ans, mais il m'a envoyé un petit message là, ce matin me disant qu'il ne pouvait pas venir, mais qu'il serait heureux. Donc on travaille aussi avec lui. Donc on s'est fait suivre un conseil scientifique très important, à la fois pour mettre de l'éclairage sur ces innovations, et en même temps pour faire remonter ce que nous on découvrait auprès des chercheurs. Et puis, on a aussi bien défini ce qu'on appelait un revenu, puisqu'on tous ensemble vers un revenu. Revenu, c'est important pour nous, c'est quelque chose qui revient. C'est pas une allocation, c'est pas une rente, c'est quelque chose qui revient, donc quelque chose est parti. Et qu'est-ce qui est parti? Eh bien, qu'est-ce qui est parti? Eh bien, c'est une production relocalisée, durable et vitale aux habitants d'un territoire de vie, de telle façon à ce que dans ce territoire, on y produit ce que les gens ont besoin pour vivre. Et pour nous, on l'a défini de façon démocratique. On s'est dit, il nous faut de l'alimentation saine, de l'énergie renouvelable, de l'eau potable, des activités de recyclage de nos déchets, de l'éco-construction, donc des bâtiments durables à usage d'habitation ou professionnel, des véhicules en partage, parce qu'on a besoin aujourd'hui de partager nos véhicules, et dans les zones rurales, c'est très compliqué de se déplacer. Et enfin, tout un ensemble de services autour de l'accompagnement à la transition écologique profonde, donc qui implique tous les acteurs, les entreprises, les collectivités locales, les associations, les habitants, les partenaires financiers et les chercheurs. Et puis aussi tout un ensemble de services autour de l'accès à la culture, parce que si on veut que les gens reviennent habiter dans nos campagnes, il ne faut pas seulement qu'ils y travaillent, mais aussi qu'ils y trouvent des raisons d'y rester. Et pour ça, la culture, on le prend dans son sens large, c'est-à-dire l'éducation, la technique, la science et l'art, voilà, qui sont un peu tous les produits et services qu'on a priorisés. Et comme on le voit, plus on va relocaliser en fait ces productions dans notre territoire, et plus on pourra prendre de monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent quitter les grandes villes pour venir habiter dans les zones rurales, mais qui ne le peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas accompagnés, parce que les communes rurales ne sont pas accompagnées, parce que tout un ensemble de problèmes font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas, en fait, enfin, très peu de gens arrivent à venir habiter en zone rurale. Et comme vous l'avez vu dans la partie revenus, toute cette valorisation, on l'a fait en monnaie citoyenne locale, parce que l'euro, aujourd'hui, n'est plus une unité de compte. Elle est devenue une unité de marchandise, en fait,
Et quand vous utilisez de l'euro, vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas où il va, vous ne savez pas comment il circule. Et alors peut-être vous connaissez le premier article des droits de l'homme de 1789, auquel résonnent tous les autres, et donc toutes les lois françaises, dit « Les hommes naissent libres et égaux en droit », celle-là tout le monde la connaît. Et la deuxième phrase, qu'on ne prononce quasiment jamais, c'est « Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune ». Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Donc on aime à dire à Terra que la monnaie est un bulletin de vote. Et si vous voulez distinguer socialement l'utilité commune, ça veut dire qu'il faut que vous redéfinissiez ce que sont les communs. À partir du moment où vous avez redessiné les communs, vous pourrez dire ensuite quelles sont les activités au service de ces communs. Du coup, vous allez pouvoir redéfinir l'utilité commune, qui sont ces activités au service des communs. Et enfin, vous pouvez reprioriser toutes les distinctions sociales, y compris la monnaie. Jusqu'à un jour, j'espère, où on pourra dire « il est riche », donc distinction sociale, parce qu'il a une utilité commune. Et malheureusement, dans mon périple de 3 ans, j'ai vu beaucoup de gens pauvres avec une très forte utilité commune. Et là, il y a un truc qui ne va plus. Il ne s'agit pas de dire quand on est riche, c'est pas bien. Il s'agit de dire quand on est riche, on est d'utilité commune. Et quand on est pauvre, normalement, on devrait avoir une base, une sécurité minimale, parce qu'on ne peut pas résumer une personne à son utilité commune. Elle est plus que l'utilité commune. Voilà, c'est tout le travail qu'on fait avec Terra. Ben pour ça, on a, après cet appel que j'ai envoyé, on a reçu plein de mails, et puis on est reparti pour 2 ans encore d'études. Donc une première année, on a fait un premier tour de France en vélo pour aller organiser des World Café un peu partout en France, dans les villages, pour savoir comment les gens voyaient un village au XXIe siècle. Donc on a revenu avec une centaine de motions argumentées qu'on a intégrées dans notre projet. Puis on est reparti 1 an de plus cette fois-ci, et on est allé découvrir tous les lieux qui existent, enfin tous les lieux. À l'époque, quand je suis parti, il y avait une centaine d'écolieux identifiés en France. Aujourd'hui, il y en a plus de 1200. Et on en a visité à peu près une soixantaine, une quarantaine qu'on avait sélectionnés à partir de documents, et donc c'était des lieux qui étaient connus, et puis une vingtaine qu'on a découvert vraiment au cours de notre voyage, justement pour laisser la place à cette émergence. Et puis là, par contre, on leur a posé plein de questions sur leur modèle économique, leur modèle juridique, leur modèle sociaux, comment ils étaient en relation avec les parties prenantes du territoire, comment ils géraient leurs conflits, comment ils géraient leur gouvernance. Et donc, on a fait une sorte de cahier de bonnes et de mauvaises pratiques. Et on a essayé à partir de ça, de ces 2 éléments, donc en gros la demande et puis l'offre, comment on pouvait aujourd'hui faire un projet, et on a lancé Terra. Alors, on a lancé Terra aussi à partir de tout ce qu'on a vu pendant ces 3 tours de France. Et on a fait des constats dans les zones rurales qui sont vraiment toujours les mêmes. Hein. Partout où on est passé, on a retrouvé toujours ces 5 problématiques. D'abord, aujourd'hui en France, 1/3 des communes sont en train de mourir. Vous savez, on a 36 000 communes en France. Il y en a 12 000 qui sont en train de mourir. Et d'ailleurs, l'État français les a classées dans ce qu'on appelle des zones rurales à revitaliser, qui sont en fait des communes qui, sont dans des zones faiblement urbanisées, avec une faible densité. 2, dont l'économie décroît, c'est-à-dire que le PIB par habitant depuis plusieurs années ne cesse de baisser. 3, la population vieillit. Donc la population vieillit, par exemple chez nous à Tournon-d'Agenais, la moyenne d'âge c'est plus de 55 ans. Et enfin, les jeunes actifs quittent ces communes rurales pour aller s'entasser dans les grandes villes. Et de notre côté, en fait, et donc, qu'est-ce qu'on a découvert dans ces zones rurales? Toujours les mêmes causes. Il n'y a plus de production à destination des habitants. Donc, il y a de la production, mais souvent cette production, elle est pour les touristes. Hein, nous, par exemple, du 14 juillet au 15 août, on triple la population. Et puis le lendemain du 15 août, tout le monde s'est barré. Et il y a plus rien. Il faut faire 15 km pour aller faire ses courses. Hein. Donc, il n'y a plus de production à l'usage des habitants. Il n'y a plus de réseau de distribution. C'est-à-dire que les artisans, les commerçants ont disparu. Je me souviens, un ami médecin me disait qu'un jour, une petite mémé à la campagne, elle avait appelé pour se faire soigner. Et il arrive, tout ça, il ausculte, puis il se rend compte finalement, elle n'est pas aussi malade que ça. Et juste avant de partir, elle lui dit « Docteur, est-ce que vous pourriez me changer l'ampoule de la salle de bain ?» Vous imaginez? Et en même temps, sur les marchés financiers, il y a des gens qui rapprochent les ordinateurs des salles de bourse de quelques mètres pour gagner quelques nanosecondes, pour gagner 100 000 € de plus. Putain. Moi, je suis entrepreneur, j'aime l'entreprise, mais ça suffit.
Parce que c'est une vraie dame. Vous voyez, c'est pas juste une statistique. Moi, j'ai pas rencontré des statistiques, j'ai rencontré des vrais gens. Et ces vrais gens, aujourd'hui, ils sont vraiment dans des situations difficiles. Et comment ça se fait qu'avec toutes ces capacités que nous avons aujourd'hui, nous continuons à détruire la planète, à sacrifier des humains, alors qu'on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour le faire? Petit rappel historique, la comptabilité, ça vient de comptable. Comptable, c'est un mot qu'ont utilisé les moines des monastères pour signifier ce qu'on appelle être responsable d'eux. La comptabilité, c'est être comptable d'eux. Et ils ont fait ça pour transmettre aux moines suivants leur patrimoine, ce qu'ils appelaient les éléments qui sont morts, en fait. Et puis pour gérer les flux, la vie. C'est-à-dire les flux, il fallait qu'il y ait des excédents de vie pour ensuite, avec ces excédents, restaurer ce qui était en train de mourir, ce qu'on appelle l'amortissement. Donc la comptabilité qui a fait le succès de l'Occident, elle était d'abord destinée à préserver nos patrimoines. Donc, vous voyez, et donc du coup, il faut vraiment qu'on se réveille. Donc, plus de production, plus de distribution. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Plus de revenus. Donc, dans nos communes rurales, le revenu par habitant, ce qu'on appelle le PIB par habitant, il est divisé quasiment par 2. Mais aussi, l'épargne quitte ces territoires, puisque évidemment, comme il n'y a pas d'activité économique, du coup, l'épargne quitte le territoire, alors que c'est justement là qu'il faut ramener l'épargne. Parce que s'il n'y a pas d'épargne dans les territoires, comment voulez-vous reconstruire les biens communs sur ces communes rurales? Et donc, la Banque de France a fait une étude en France, en moins de 20 ans, on est passé de 29% de fuite des capitaux des territoires ruraux vers les marchés financiers à plus de 40%. C'est-à-dire que c'est vraiment la double peine. Non seulement il n'y a plus de revenus, mais en plus il n'y a plus de capitaux pour restaurer ces communes rurales. Du coup, la population vieillit. Elle vieillit, pourquoi? Et les conséquences de ce vieillissement, c'est plus de coûts pour les collectivités territoriales, puisqu'en fait, elles doivent assumer de plus en plus de services auprès de ces populations qui vieillissent. Et d'un même coup, les populations actives quittent les zones rurales pour aller s'entasser dans les grandes villes, dans lesquelles on observe un mécanisme qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire l'augmentation du prix au mètre carré des centres-villes, qui rejette les classes moyennes des centres-villes vers les banlieues. Et qui c'est qu'il y avait avant dans les banlieues? Les ports. Et où c'est qu'ils sont rejetés? Dans les communes rurales. Et dans les communes rurales, comme il y a une densification qui est très faible, même les associations, les institutions sociales qui sont là pour aider, accompagner, n'y vont pas, parce que ça coûte trop cher. Parce que les gens sont trop séparés les uns des autres, donc c'est compliqué d'aller aider à 2 ou 3 kilomètres de distance chacune personne. Donc vraiment, on est en train de créer une sorte de zone, en fait, de non-droit, en fait, alors que quand j'ai fait mes 14 000 km en vélo, j'ai trouvé ces zones magnifiques. Mais les zones rurales sont magnifiques, il y a beaucoup de richesses, mais ça vaut plus rien. Et en même temps, l'Observatoire de l'économie, l'Observatoire de la consommation en France, c'est quand même pas des altermondialistes, ils disent qu'un Français sur deux, ils ont fait des enquêtes, un Français sur deux veut quitter les grandes villes pour venir habiter dans des zones rurales, dans des petites villes. Mais pour ça, il faudrait y reconstruire de la production au service des habitants, des réseaux de distribution. Il faudrait y créer des activités économiques pour qu'il y ait des revenus qui circulent et que les gens puissent travailler dans ces zones rurales. Il faudrait aussi relocaliser de l'épargne. Et bien sûr, il faudrait faire tout ça aussi en y amenant aussi des éléments de culture, c'est-à-dire des activités au service de l'art, de l'éducation, pour que les gens ils puissent s'enraciner sur notre territoire. Et tout ça, bien entendu, je vous ai mis les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, en disant qu'en plus, il faudrait faire tout ça sans reproduire la problématique que nous avons créée dans les villes. Donc il faudrait qu'on ait une traçabilité des activités économiques de telle façon à ce qu'ils aient un impact positif. Ça, en économie, oikos, c'est ce qu'on appelle un marché. Un marché, ça. D'un côté, vous avez des communes qui sont en train de crever avec des richesses incroyables. Et de l'autre côté, vous avez des clients qui veulent quitter les grandes villes pour venir habiter à la campagne. Ça s'appelle un marché. Pourquoi ce marché ne se rencontre pas? Parce qu'il n'y a pas de capitaux patients à intérêt modéré. Parce qu'aujourd'hui, toute l'industrie financière, elle est orientée vers un retour sur investissement le plus rapidement possible et sur des délais de plus en plus courts. Or, tout ce qui serait nécessaire pour revitaliser nos zones rurales, c'est du temps long. Et pourquoi on parle d'intérêt modéré? Parce que comme on veut augmenter la rentabilité sociale de nos activités
et la rentabilité écologique de nos activités, il faut qu'on baisse la rentabilité financière pour qu'elle partage le risque avec le risque social et le risque environnemental. Mais aujourd'hui, les institutions financières ne veulent pas diminuer cette rentabilité financière au profit de cette rentabilité sociale et de cette rentabilité écologique. Et pourtant, petite étymologie, intérêt, ça vient d'interest, qui veut dire pour perdre. L'origine de l'intérêt, c'était de préserver, de faire une provision, à la base, de faire une provision qui permettait après de pouvoir réparer, reconstruire, par exemple, les bateaux qui avaient coulé en mer, par exemple, et donc de faire face aux risques économiques. Or, aujourd'hui, je suis désolé, on a un risque écologique majeur. La finance devrait prendre des risques majeurs pour gagner, pour financer des projets écologiques forts. On a un énorme risque social avec des déplacements de nos populations énormes. L'arrivée de l'intelligence artificielle, les robots, que vont faire tous ces gens? Vous voyez, tout ça, ce sont des risques majeurs. Donc, la finance devrait être là pour financer l'expérimentation de projets qui prennent en charge à la fois le risque écologique, le risque social et le risque économique. Et ça, aujourd'hui, c'est très, très difficile à trouver. Et je vous ai mis une petite métaphore que j'aime beaucoup utiliser, même si je n'en ai pas trouvé une écolo. J'ai lancé un concours pour qu'on trouve une métaphore plus écologiste, mais c'est comme si l'industrie financière était devenue un porte-avions, en fait. Et elle fait décoller des mirages sur 200 mètres. Vous voyez? Mais nous, en fait, on va faire décoller des Boeing de 700 personnes. Il faut 2 km pour faire décoller un Boeing. Parce qu'il y a beaucoup plus de fonctions à mettre en place dans notre territoire. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver de capitaux patients à intérêt modéré. Nous, je vous parlerai de notre projet juste après, mais on a mis 5 semaines pour lever 840 000 € pour notre centre de construction auprès de citoyens. Ça fait depuis 30 mois, 150 rendez-vous, 50 institutions financières, aucune, que ce soit du public, du privé ou de la société civile, n'a voulu mettre de capitaux patients à intérêt modéré dans ce projet, alors qu'il regroupe toutes les parties prenantes d'un territoire et qu'il est validé sur plein de domaines. Enfin, mais c'est juste pour montrer qu'on a vraiment des représentations aujourd'hui qui nous empêchent en fait de mettre l'argent là où on en a besoin, parce que les critères pour les mettre en circulation ne sont pas ceux dont on a besoin pour faire développer ces nouvelles écosystèmes coopératifs territoriaux. Alors avec tout ça, on est parti dans le sud-ouest de la France, dans une petite commune de 700 habitants qui s'appelle Tournon-d'Agenais, et on a lancé notre projet sur place. Alors ce projet, en fait, il y a en octobre, donc ça fait 10 ans maintenant qu'on s'est lancé, il a reçu le label du ministère de l'économie et des finances français, on appelle ça un pôle territorial de coopération économique. Alors c'est pas du tout pour faire le cacou, c'est juste pour dire que, en fait, même le ministère de l'économie dit que ce qu'on fait là, en fait, est une source de richesse pour les parties prenantes du territoire. Donc ça veut bien dire que si on y amène plus de capitaux, si on pourra accueillir plus d'activités, donc on pourra développer plus Mais par contre, effectivement, avec une rentabilité financière plus petite et des délais de retour sur investissement pour long. Et même l'État, aujourd'hui, n'a pas de capitaux patients intérêt modéré pour nos communes rurales. Donc on est arrivé sur ce territoire avec un objectif très clair, relocaliser la production durable, vitale aux habitants, aux entreprises et aux collectivités territoriales. Là aussi, c'est une première innovation de rupture de terrain. Souvent, il y a des écolieux qui se créent, mais ils se créent uniquement un peu entre soi, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à s'ouvrir sur le territoire, en fait. Alors que nous, tout notre objectif, c'est vraiment que cet écolieu soit au service de ce territoire. Là aussi, petite histoire, vous savez que l'Occident est né de ce qu'on appelle l'économie des abbayes. Les abbayes s'installaient dans un endroit, et parce qu'elles s'installaient dans un endroit, elles créaient il y avait ce qu'on appelle les méros, donc c'était des monnaies locales que les monastères créaient, avec lesquelles ils payaient les ouvriers qui coupaient le bois et qui fabriquaient les monastères. Et ensuite, avec ces méros, les ouvriers allaient au petit village du coin, achetaient des repas, etc. Et que faisaient ensuite les commerces du coin? Ils revenaient avec ces méros au monastère, et là, ils achetaient des produits de la ferme, parce que les monastères avaient tous une ferme et des productions locales. En France, jusqu'à peu près 1600, il y avait plus de 500 monnaies locales, qu'on appelait des méros, qui étaient en plus totalement acceptées par les seigneurs. Et il a fallu à la France plus de 400 ans pour détruire ces économies locales qui ont fait l'Occident, pour avoir une monnaie unique, parce qu'il fallait une politique unique.
Donc en vert, c'est les zones rurales en France. Et nous, on s'est installé là, dans ce petit coin là. Et dans ce petit coin, on a essayé d'y relocaliser l'alimentation, l'énergie, l'eau, et je vais vous expliquer en 2 mots comment on a fait. D'abord, on a commencé par arriver, et on a repris une petite ferme de 12 hectares, sur lequel on a reconstruit du maraîchage, de la transformation alimentaire, on a une petite menuiserie, on y reçoit chaque année entre 300 et 400 personnes qui, elles, s'inspiraient du travail qu'on fait, on y sert des repas, on a une petite activité de boulange, et on devait justement sur cette ferme construire le quartier rural en transition dont je vous parlais tout à l'heure, mais malheureusement pour des raisons urbanistiques, on n'a pas pu le faire là, donc on est allé sur une autre commune. Ensuite, on a aussi développé une épicerie de producteurs avec une quarantaine de producteurs locaux, des producteurs bio et pas forcément labellisés bio, parce que nous, on pense qu'aujourd'hui, il y a des producteurs qu'on connaît qui ne veulent pas forcément de label, mais qui ont des productions totalement responsables et raisonnées. Et donc là, aujourd'hui, on a mis 18 mois pour que cette épicerie commence à rémunérer le mi-temps et bientôt le plein temps qui la gère. Et pendant 18 mois, ce sont des bénévoles qui ont porté cette épicerie. Et là encore, on voit comment, à partir du temps libre des personnes, on peut progressivement créer de la valeur économique progressivement et faire en sorte de valoriser la monnaie, ce qui compte pour nous. On a aussi, avec une petite commune qui s'appelle La Cabanac, juste à côté, contribué à la création d'une société coopérative d'intérêt collectif qui produit de l'énergie renouvelable. Là, ça va démarrer en juillet. Et d'ailleurs, vous le voyez pas très bien, mais les supports sont même en bois, c'est-à-dire il y a le bois coupé dans les forêts à côté, en fait. Et là, on a à peu près l'équivalent de 250 kW de puissance, qui fait à peu près de l'électricité pour une centaine de foyers. Et puis, tous ces produits, que ce soit les produits de la ferme, les produits de l'épicerie, les produits l'énergie renouvelable, elle est payée. Alors, pour l'énergie, ça commencera en juillet. Elle sera payée en monnaie citoyenne locale, qu'on appelle l'abeille. On a mis presque 3 ans pour la numériser, parce que d'abord, c'était des coupons papier. Mais si on voulait augmenter la quantité de monnaie en circulation, on ne pouvait plus passer par du papier. Donc, on l'a numérisé. Et maintenant, on a une traçabilité en temps réel des stocks et des flux de notre écosystème coopératif territorial, ce qui nous permet vraiment de le piloter en temps réel et de savoir où c'est qu'on doit investir, par exemple, et où c'est qu'on doit ramener des revenus. Et puis, grâce à ça, on a constitué, en fait, un modèle économique qui est de plus en plus performant, même si encore il est déficitaire, hein, mais il grandit chaque année, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis on a bâti ça sur un principe en 4 étapes. Donc d'abord on commence par des dons de temps ou des dons défiscalisables grâce à un fonds de dotation pour commencer à amorcer les activités, parce que ces activités au début elles sont pas rentables. Puis une fois qu'on commence à voir que ces activités commencent à bouger, on va voir des collectivités territoriales et on leur demande d'avoir des subventions d'investissement et des subventions d'exploitation pour développer ces activités. Alors on demande à tout le monde, sauf aux communes, puisque nous, pour la commune, on veut que l'argent redescende vers la commune. Donc en fait, nous, on ne va pas demander d'argent aux communes. La commune doit ressentir le fait qu'on s'installe comme un apport de ressources, de nouvelles personnes, de nouveaux moyens financiers, de nouvelles activités. Et donc on demande à tout le monde, sauf aux communes rurales. Et puis quand on sent qu'il y a un potentiel de développement et donc il y a un marché possible qui commence à se créer, on va chercher ce qu'on appelle des capitaux patients à intérêt modéré. Donc c'est là où aujourd'hui on a une grosse difficulté, puisqu'aujourd'hui on ne trouve pas en fait d'institutions financières qui sont sur des capitaux patients à intérêt modéré, même si on arrive à les trouver à travers directement les citoyens, comme je vous disais tout à l'heure. Mais on aimerait aussi entraîner avec nous des institutions financières pour avoir des effets leviers beaucoup plus importants, qu'on ne pourra pas avec les particuliers. Et enfin, la 4e étape qu'on n'a pas encore atteint, c'est une fois que les activités économiques se sont développées, ils ont des excédents d'exploitation, ils ont une capacité d'autofinancement, on dit en économie, et grâce à cette capacité d'autofinancement, on se libère ensuite des subventions et des dons, puisque maintenant on a une activité économique qui est renouvelée, et après on se déplace dans une autre commune pour aller refaire le même travail ailleurs, dans les mêmes conditions. Et ça se traduit, aujourd'hui, ça se traduit quand même par une évolution importante. La plus importante pour nous, c'est qu'on est passé de 1 habitant, je suis arrivé le 10 octobre 2015 dans cette petite commune, et aujourd'hui on est plus de 100 habitants qui ont réintégré cette petite commune rurale. Alors peut-être 100 habitants, quand on habite une ville de 10 millions d'habitants ou de 5 millions, c'est pas beaucoup, mais quand vous êtes dans une commune qui fait 700 habitants, c'est énorme, ça représente 15% de la croissance démographique, alors que la croissance démographique dans ces petites communes, elle baisse. Un deuxième élément très important, c'est que les personnes qui viennent sont des gens beaucoup plus jeunes.
puisqu'il y a une attractivité du territoire liée au sens qu'on donne à ce qu'on fait, parce que les gens ne viennent pas seulement habiter un territoire, les 100 personnes qui sont venues ici, c'est parce que le territoire est devenu attractif. Et pourquoi il est devenu attractif? Parce qu'il y avait un vrai projet de développement local. Et donc les gens, ils se trompent pas en fait. Quand il y a un projet de développement commun, ils viennent en fait, et ils se mettent au travail, et pas seulement pour un revenu. Et donc aujourd'hui, la moyenne d'âge des gens à Terra, c'est 38 ans. Vous voyez, moi je suis à 60 ans, donc je suis un peu de l'autre côté déjà. Et puis après, tout ça se traduit ensuite par des flux économiques et financiers. En moins de 10 ans, on est arrivé avec 500 euros de dons et 3500 euros de patrimoine. Et en quelques années, on est passé à peu près à 4, là cette année, on sera à 650 000 euros de recettes dans l'écosystème et à plus de 2 millions d'euros de capital. Et là, en 2023, on est passé à 2 600 000 euros. Et pourquoi, en fait, je vous dis ça? Je vous dis ça parce que le travail qu'on fait, c'est valoriser en monnaie ce qui compte pour nous. Et ce qui compte pour nous, en fait, c'est les personnes, c'est leur activité. Et donc, si on n'avait pas mis l'œil comme ça dessus, si on n'avait pas dit « je veux valoriser en monnaie ces gens-là », en fait, ces gens-là se seraient restés pauvres. Parce que ce que je vous présente là, c'est dans 1200 lieux en France, même si c'est pas aussi formalisé. C'est juste que eux n'ont pas les moyens techniques, n'ont pas les compétences, n'ont pas forcément les personnes, le capital et l'accompagnement qui leur permet de valoriser en monnaie ce qui compte pour eux. Parce que pour moi, un entrepreneur, c'est comme un plombier et un électricien. Il y a des méthodes, il y a des techniques. Une fois que tu les connais, ben, tu peux créer des activités qui sont valorisées en monnaie. Et là, notre objectif maintenant, c'est de passer à 9 millions d'euros. Alors, non pas pour passer à 9 millions d'euros, parce que 9 millions d'euros, c'est le capital dont on a besoin pour créer ce que nous, on appelle aujourd'hui une solution intégrée, un quartier rural en transition. Et pour ça, en fait, on s'appuie sur quelque chose de très clair pour nous aujourd'hui, qu'on a vérifié. Un Français sur deux veut vraiment quitter les grandes villes pour venir habiter dans des villes plus petites. Donc finalement, tous ces gens, si on leur proposait des services, ils viendraient. Si on les accompagnait, ils viendraient. Si on finançait leur départ, ils viendraient. Et deuxième élément, une commune sur deux, une commune sur trois en France est en train de mourir. Et là, on a la place de les faire venir, en fait. Les communes, elles seraient très heureuses de voir arriver des personnes plus jeunes à développer des activités économiques. Mais ces communes-là ne sont pas accompagnées, elles ne sont pas financées, en fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de capitaux patients intérim modérés et que c'est vrai qu'investir dans une commune rurale, aujourd'hui, c'est un investissement sur 10, 15 ans ou 20 ans avec une rentabilité aux alentours de 2%. Et donc, on n'arrive pas à les connecter, ce qui est vraiment très dommage. Pourtant, il y a un patrimoine immense, ce que nous, on appelle le patrimoine humain, parce que ces gens-là, ils sont prêts à venir bosser, ils sont prêts à s'investir, ils sont prêts à s'engager, ils sont même prêts à le faire pour pas grand-chose. Okay? Donc, ils sont là vraiment pour leur idéal. Et deuxièmement, on peut le faire parce que c'est un vrai marché qu'on peut développer. Mais on ne peut pas le développer en euros, ce marché. Parce que si on le développe en euros, en fait, on sait que l'euro va remonter sur les marchés financiers. On a des statistiques aujourd'hui. Lorsqu'on crée 1 euro sur les marchés, lorsque la Banque Centrale Européenne crée 1 euro, en fait, il faut savoir que cet euro, il ne tourne même pas une fois dans l'économie. C'est 0,7 la rotation de l'euro. C'est-à-dire que la quasi-totalité de la masse monétaire en Europe stagne. Elle ne sert uniquement qu'à générer de l'intérêt financier sur les marchés financiers. Je vous invite à vous documenter là-dessus. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire. Hein. C'est la Banque Centrale Européenne qui le dit, c'est pas moi. Hein. Nous, grâce à la monnaie citoyenne locale qu'on a mis en place, notre taux de rotation, c'est 2,6. C'est-à-dire quand vous transformez 1 euro en monnaie citoyenne locale, c'est pas 0,7 le taux de rotation, c'est 2,6, c'est-à-dire 4 fois supérieur à l'euro. C'est-à-dire qu'avec la même quantité d'euros en circulation, qui est très rare dans nos territoires ruraux, on peut produire 4 fois plus de PIB, mais attention, pas n'importe quel PIB. Un PIB respectueux des humains et de la nature, puisque la monnaie citoyenne locale encadre le type d'activité qu'on veut générer sur le territoire. Donc vous voyez, donc il y a un double effet qui se coule. Non seulement vous avez une monnaie qui tourne plus vite, deux, elle tourne à travers un réseau d'acteurs agréés locaux qui respectent les humains et la nature, et il y a même, un troisième effet qui se coule, puisqu'à chaque fois qu'on émet une unité de monnaie citoyenne locale, on met 1 euro sur un compte épargnétique pour la garantir, et comme on a des accords avec notre banque, la NEF, on peut ensuite réutiliser cette garantie pour investir dans le patrimoine des communs productifs et augmenter la quantité de production sur notre territoire. Donc, vous voyez, c'est 3 effets qui se coulent qu'on a avec ça. C'est pour ça qu'à Terra, on utilise la monnaie citoyenne locale, l'abeille, de telle façon à ce qu'aujourd'hui, on puisse contrôler le développement économique de notre territoire. Et si on le faisait en euros, on ne pourrait pas y arriver. Alors, pour terminer,
On aurait dû développer le quartier rural en transition sur la ferme, on n'a pas pu, pour des tas de raisons que je ne vais pas lister ici, mais qui sont des raisons plutôt urbanistiques. Et donc, on a trouvé un terrain dans une cinquième commune qui s'appelle Trentel. Donc, on a acheté à la mairie un terrain de 4 hectares. Et sur ce terrain de 4 hectares, maintenant, on va y relocaliser tout ce qui est vital à la revitalisation de la commune rurale. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris avec 10 ans, on l'a concentré dans une sorte de graine, hein, comme vous voyez un gland qui est un futur chêne. On a concentré tout ça sur 4 hectares. On a créé une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle le quartier rural en transition de l'Ustrac, dans lequel vous retrouvez des collèges, donc les collèges des différentes parties prenantes du territoire, les entreprises, les associations, les collectivités territoriales, les partenaires financiers, les donateurs en temps et en euros, et puis des partenaires techniques avec des chercheurs. Et le maire même aujourd'hui est administrateur avec nous du conseil municipal. C'était hyper important pour nous que la mairie soit représentée dans la société coopérative d'intérêt collectif pour bien montrer qu'il y a un lien direct entre l'économie locale et la politique locale des communes. Et puis, on y relocalise toutes les fonctions vitales. Donc, la fonction bien s'alimenter. Au nord, vous avez un terrain de 2 hectares sur lequel on est en train de développer des activités de maraîchage, mais surtout aussi des activités de maraîchage démonstratif. On travaille avec des petites écoles de Trentel pour que les enfants puissent apprendre à faire pousser des tomates ou à faire pousser des légumes. Et ces légumes-là, ensuite, ils sont travaillés par la cantinière dans l'école pour montrer aux enfants que la bouffe, c'est pas seulement dans des boîtes en plastique, hein, et ça pousse pas chez les Leclerc et les discounters. Deuxième élément, la fonction habitée. Donc, on est en train de travailler là à la construction de notre premier bâtiment, puisqu'on a obtenu tous les accords, permis d'aménager, etc. Et là, on est en train de construire le centre d'éco-construction de ressources et de formation, qui va produire des maisons autonomes à des coûts vraiment très intéressants. On travaille avec un architecte qui a construit un principe de maison qui nous permet d'abaisser les coûts de la construction de ces maisons à des niveaux très très intéressants pour rendre accessibles ces maisons ossature bois-paille passives à des personnes à faible revenu. Et puis là-dedans, on va former aussi des autoconstructeurs, des professionnels de la construction qui veulent entrer en transition écologique, et aussi on va former des personnes fragiles du territoire. D'ailleurs, on a passé un accord avec la région pour financer 12 stagiaires qui vont venir sur le chantier construire le mur manteau-paille, et avec derrière une certification, un diplôme à la clé qui s'appelle constructeur bois en France, qui leur permettra après de valoriser en fait cette activité auprès d'entreprises locales ou qui pourront être embauchées par nos ateliers semi-industriels qu'on va développer sur le territoire. Tout ce qui est en bleu, ce sont des panneaux photovoltaïques. Donc, ils sont sur des parkings sous lesquels on a des véhicules en partage, qu'on se partagera avec les habitants du quartier rural, mais aussi avec les habitants du territoire. C'est-à-dire que le problème de mobilité, c'est pas seulement dans notre quartier, c'est partout dans le territoire rural, en fait. Et donc, on passera des accords avec les collectivités territoriales pour pouvoir mettre à disposition ces véhicules en partage. Et puis, derrière, on a aussi une fonction de transition. Et là, tout en bas, dans la partie du bas, en fait, on a une zone, ce qu'on appelle une zone commerciale et touristique, dans laquelle vous avez une épicerie de producteurs avec de nouveau une quarantaine de producteurs locaux. Vous allez avoir un tiers-lieu intergénérationnel où vous allez pouvoir croiser des petits-enfants avec des personnes âgées pour avoir des activités économiques. Et puis, vous avez aussi une maison de la transition dans laquelle on va organiser des activités pour sensibiliser les gens en fait à la transition écologique, sachant qu'ici on est dans une zone très touristique, on a une véloroute européenne, et l'été en fait il y a beaucoup de gens, et donc notre idée c'est de faire venir ces gens sur le quartier, leur faire découvrir ce que c'est la transition écologique, rendre désirable ce qui est nécessaire, parce qu'il faut sortir de l'écologie Thanatos, il y en a marre. Hein, quand vous faites de l'écologie Thanatos, vous faites serrer les fesses aux gens. Ils n'avancent pas, en fait, ils reculent. Hein. Par contre, l'écologie Eros, l'écologie du désir, parce que toutes les nécessités que nous avons dans la vie, elles nous donnent du plaisir. Il n'y a pas de raison que la transition écologique ne nous donne pas du plaisir, puisque justement, il s'agit de revenir à ces nécessités. Donc, sortons de l'économie Thanatos, et de l'écologie Thanatos, et rentrons dans l'écologie Eros, qui est l'écologie du désir. Et donc, on veut rendre désirable ce qui est nécessaire, et c'est pour ça qu'on aura dans la maison de la transition des activités pour initier cette connaissance auprès des gens qui après pourront s'inscrire dans les formations plus longues dans notre centre de formation à l'éco-construction, dans lequel il y aura plusieurs types de formations, mais la plus longue
Ce sera une formation de 6 mois destinée aux acteurs locaux des communes rurales pour apprendre à créer des quartiers ruraux en transition dans leur propre collectivité et essaimer en fait ces outils dans d'autres communes de France. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça y est, on a posé la première... D'ailleurs, ça va démarrer la semaine prochaine. Donc, on a fait les fondations, on a commencé les premières fondations du centre de formation. Et puis, on va élever les bois la semaine prochaine. Et pour nous, ce sera un moment très important parce que ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. Et on pense que là, on va rentrer dans une autre étape pour le projet. Voilà la première partie. Alors, si vous avez des questions, on y est. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, dans notre écosystème coopératif territorial, on fait beaucoup de séminaires ou de réunions publiques comme ça. Ça peut aller des fois jusqu'à 300 ou 400 personnes. On a mis en place un outil formidable. Et je vous invite, je vais vous le faire découvrir, parce que j'ai vu une salle de 700 personnes se taire en moins de 30 secondes. Vous pouvez pas, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué en plus parce que quand les personnes comme ça sont en interaction, c'est bien, parce que nous en est contents. Et en même temps, on se dit, ben, si c'est trop après, ben, du coup, on va pas pouvoir avancer. Alors pour ça, on a un système très simple. En fait, il y en a un qui lève la main, et dès qu'il lève la main, bien sûr, il se tait. Et tous ceux qui le voient se mettent à lever la main et se taisent. Et il y a une espèce de marée de silence qui apparaît dans la salle, qui est vraiment, je vous assure, c'est bluffant. Hein. Voilà. Donc, la prochaine fois, je lèverai la main et on verra si on aura une vague de silence. Voilà. Donc là, ce que j'aimerais, maintenant que vous avez pu discuter entre vous de l'écho que ça peut avoir dans votre propre territoire, avoir peut-être des mains qui se lèvent pour nous dire, en fait, qu'est-ce qu'ils en ont passé, peut-être par groupe. Et d'abord, comment vous vivez ça dans vos propres territoires. Et puis après, si vous avez des questions de clarification par rapport à ce que je vous ai dit, on passera à des questions de clarification avant de passer à la deuxième partie de la conf. Voilà. Alors, qui c'est qui veut se jeter? Ouais. La première réflexion qui nous est venue par rapport au territoire aujourd'hui, il y a déjà pas mal d'initiatives similaires à ce que vous avez dit, qui ne sont pas nécessairement connectées entre elles. Donc, oui, donc en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a des initiatives qui se développent sur le territoire, mais elles ne sont pas en écosystème, en fait. Elles ne sont pas en synergie les unes avec les autres, et donc ne produisent pas des effets leviers liés, en fait, à leur interaction réciproque, en fait. C'est ça. L'effet de cohérence, fait que le système peut se désagréger. Oui, je comprends. Il peut y avoir de l'incohérence aussi, puisqu'il peut y avoir une action qui part dans un sens, une autre qui revient dans une autre, et là, voilà, on est vraiment dans la problématique des écosystèmes. Ah, c'est très, très clair, merci. D'autres réflexions sur ce que vous vivez dans vos zones rurales? Oui? Moi, je me suis pris dans un groupe où j'étais la seule française. Et en fait, ce qui est un peu normal en Belgique, hein, en même temps. Pour le coup, voilà, on a évoqué le fait qu'on avait des territoires qui n'étaient pas constitués de la même façon. Donc, puisque la Belgique et en fait, les gens se sentent plus proches les uns de l'autre. La densité au mètre carré des zones rurales est plus importante qu'en France. Okay. Oui? Moi, c'était un peu justement une question que je me posais par rapport à ça et un peu mais c'est un peu l'échelle à laquelle le graphe s'était réalisé. J'avais un peu de mal à capter. On parle de plusieurs communes, mais c'était bien. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 30 km de rayon, donc ça fait à peu près 2800 mètres carrés, pour vous donner un ordre d'idée. Et sur ces 2800 mètres carrés, pas mètres carrés, pardon, kilomètres carrés, vous avez à peu près 25 000 personnes. Là où j'étais hier, alors je ne sais pas chez vous ici, mais là où j'étais hier, par exemple, à Ivoire, leur territoire sur lequel ils essaient de développer un écosystème coopératif territorial, il y a à peu près 6 communes. Ils sont sur 450 km². Donc, et ils ont
une densité qui est 2 fois supérieure à la nôtre. Voilà, donc ça donne une ordre d'idée, hein, sur un territoire qui est 5 fois plus petit. Voilà, donc là, on a une bonne échelle de la ruralité en France et de la ruralité en... Et donc c'est intéressant de savoir si vous pensez que ce type de processus peut aussi se faire sur vos zones rurales avant. Je pense qu'il y a la densité, mais aussi des éloignements. Ah oui, absolument, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Alors, nous, on vient du Grand-Duché de Luxembourg, et où il y a beaucoup d'argent. Et la question que je me pose, c'est, dans ce que vous présentez, on voit que le problème, c'est toujours les capitaux et les capitaux patients. Et comment vous voyez ça? Donc, je vous interpelle plutôt sur le fait comment vous voyez ça avec la monnaie libre, ou des monnaies libres comme la Jules ou d'autres monnaies, ou Mosita, par exemple. Alors, là, je vous invite à garder cette question, parce que après les 6 principes, là, je vais descendre un petit peu dans le modèle économique et ça va répondre à toutes vos questions là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres constats ou questions? Le rayon de la monnaie locale à combien? À peu près 30 km. Voilà. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on a à peu près... puisqu'en fait, il s'agit de valoriser en monnaie citoyenne locale tous les produits et services vitaux aux habitants. Donc, on a commencé par la souveraineté alimentaire avec l'alimentation, puis on va monter là avec l'énergie, puis ensuite, il va y avoir les véhicules en partage. Et là, on est en train de travailler la dernière couche qui est la plus importante. Ça représente à peu près 1/3 des dépenses des revenus en France. C'est l'habitat avec l'éco-construction et des maisons autonomes, nourricières, écologiques et recyclables qui permettront aussi d'avoir des loyers qui seront payés en monnaie citoyenne locale, comme on paiera son énergie en monnaie citoyenne locale, l'eau en monnaie citoyenne locale, l'alimentation en monnaie citoyenne locale. Et notre idée, c'est que quand on couvrira toutes ces bases-là, on pourra instaurer le revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale contre garantie par cette production relocalisée et durable, parce qu'on aura l'appareil de production qui aura été reconstruit sur le territoire et qui permettra d'assurer ensuite que quand on va injecter de la monnaie citoyenne locale sous forme de revenu autonomie, ça permettra ensuite de s'écouler en fait vers les producteurs qui produiront les biens et les services sur le territoire. L'erreur qu'on avait fait en 2017, on avait lancé 5 premiers revenus d'autonomie en monnaie citoyenne locale, donc c'est à peu près 896 €, parce qu'on voulait le tester avec le conseil scientifique, et on s'est rendu compte que les gens, ils pouvaient pas dépenser les 896 €, parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de produits et de services à monnaie citoyenne locale pour écouler les revenus qu'on distribue. Donc ça sert à rien de distribuer des revenus en monnaie citoyenne locale si les gens, ils peuvent pas. Et donc on voit bien que là, par contre, c'est un produit, c'était plus un problème monétaire, c'est un problème de production. Et on voit bien que là, on doit vraiment se réapproprier la production si on veut derrière mettre en place ces revenus qui vont stabiliser la demande solvable. Et là, je fais un petit crochet, on verra tout à l'heure. Donc, très important, c'est oui à la monnaie citoyenne locale, mais contre-garantie par une production relocalisée durable. Sinon, ça sert absolument à rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en France, les 80, je crois qu'il y en a plus de 90 maintenant, je sais pas combien il y en a en Belgique, je crois qu'il y en a une quinzaine. En France, on en a plus de 80, et tout, en fait, stagne, en fait. Elle stagne parce que 80% des dépenses en monnaie citoyenne locale se font dans le secteur alimentaire, dans les épiceries. Les épiceries reçoivent cette monnaie, après ils savent pas quoi en faire. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils la retransforment en euros, et du coup, on n'a pas de circulation monétaire et pas de création de richesse. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on construit étape par étape, on appelle ça un matrissage, on construit étape par étape des achats, en fait, d'abord des achats avec 1 0, puis des achats avec 2 0, donc jusqu'à 100 €, puis des achats avec 3 0, donc jusqu'à 999 €, et puis après des achats à 4 0, où là on va vraiment rentrer dans du développement territorial. Et donc c'est pour ça qu'on passe de l'alimentation à l'énergie, puis de l'énergie au transport, et du transport ensuite aux habitats. Et là on y va pas à pas, doucement. C'est pour ça que on a besoin de capitaux patients intérêts modérés, parce que comme on le fait pas à pas et qu'on doit reconstruire tout ce qui a été détruit par l'industrialisation, ça prend du temps en fait. Hein. Si on avait confié les forêts primaires à des traders, je sais pas si on vivrait aujourd'hui. Hein. Parce qu'il faut du temps pour faire des forêts primaires. Hein. Oui, juste par rapport à mon groupe, on n'a pas eu l'occasion vraiment de faire le tour. Donc j'étais le seul. Ah. Et mais il y a un aspect qui a été discuté, qui était l'aspect, vous avez parlé avec cette dame qui voulait... Ouais. Donc le tissu social est quand même un aspect essentiel dans tous les projets à faire. Donc c'est pouvoir aller sonner à son voisin et
rajouté sur Facebook pour dire que j'ai quelque chose à donner. Voilà, c'est un peu l'absurdité. Ouais. Voilà. Mais il y a l'aspect santé mentale aussi, donc résilience en fait, de plus en plus importante, et aussi l'aspect de pouvoir prendre en charge des gens à mobilité réduite ou avec des mentales dans des intergénérationnels aussi. Hein. Donc tout ça, c'est une partie. J'avais une autre question sur vos projets, là. Donc le foncier, donc l'accès à la terre, vous parlez de terre nourricière et tout ça, je voudrais bien comprendre Comment c'est géré? Comment c'est géré. Bon, je suis un petit bénévole, petit coopérateur dans une association qui s'appelle Terre en Vue, Belgique, qui est l'équivalent de Terre de Liens. Ah oui, je connais bien. Mais qui se bat en fait pour acheter des terres, pour mettre des maraîchers dessus, des éleveurs. Il y a des projets dans la région aussi. Mais le problème, c'est que ça participe à la spéculation. Et donc, vous êtes en face de vous avec des firmes agroalimentaires qui veulent aussi racheter les terres, et les prix montent, et les fermiers qui veulent arrêter cherchent des gens au plus offrant, probablement, hein, pas forcément quelque chose d'éthique et de sensé. Donc, je ne sais pas comment vous gérez ce point. Alors, en fait, ce qu'on a fait pour justement démarrer cette expérimentation, c'est d'abord de s'éloigner des grandes villes et des centres urbains, puisqu'il y a ce qu'on appelle la fameuse gentrification, donc l'augmentation au mètre carré des prix des centres-villes, avec toutes ces problématiques d'intrication dans ces grandes villes. Juste une info, parce que j'aime bien la donner pour que vous mesuriez, parce qu'on ne mesure pas en fait, hein, mais si vous prenez une carte de la Belgique, vous prenez un compas, vous faites le tour de Bruxelles avec le compas, et après vous reportez 300 fois ça, et là vous avez l'empreinte écologique de Bruxelles, ou de Paris, ou de New York. Et donc, entendre dire aujourd'hui que les grandes villes sont le futur de l'humanité, c'est une hérésie. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. On sait que ce n'est pas durable. Je renforce un peu le trait. Documentez-vous. Dans le monde, il se crée une ville comme New York tous les mois. Vous faites un cercle autour de New York, 300 fois sa taille. Et là, vous dites, ben non, il va falloir qu'on trouve des solutions. Là. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, notre grand débat, c'est justement c'est reculer. Ça ne veut pas dire que les grandes villes, il faut les abandonner, hein, mais on ne peut pas changer, on ne peut pas faire d'innovation de rupture sans revenir en fait à l'endroit en fait où la ressource, elle peut être durable. Or, la ressource, elle est durable là où on peut produire de l'énergie renouvelable, produire de l'alimentation saine durablement, et c'est où ça se trouve? Dans nos ruralités. Dans les ruralités, en France, on a tout ce qu'il faut pour reconstruire une société extraordinaire. Si on prenait la moitié de la population des grandes villes, parce que vous avez vu que la moitié de la population veut quitter les grandes villes, hein, donc, eh ben, si on les répartissait sur les 12 000 communes en France qui sont en train de crever, on aurait un beau réseau fédéré de 12 000 communes de 3 500 habitants, fédérés dans un réseau bien sûr actif et interactif, et en même temps, on aurait baissé la population des grandes villes de la moitié. Mais pour faire ça, en fait, il faut que la rentabilité des capitaux baisse, de telle façon à ce qu'on puisse ensuite investir cet argent avec, oui, pour l'instant, une rentabilité plus faible. Et encore une fois, et attention, ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir formé les personnes à habiter dans des zones rurales. Ça veut dire derrière, il faut y remettre des centres de formation, il faut y remettre de la production, des réseaux de distribution, il faut que les collectivités territoriales soient préparées. Donc il y a tout un ensemble d'activités qu'on doit mettre en place pour préparer cette désurbanisation. Et c'est là où on revient encore une fois sur le temps long. Parce qu'il va nous falloir préparer. Mais quand je dis temps long, moi je parle de 10 à 15 ans. Hein. Si entre 10 et 15 ans, on peut vraiment amorcer le processus. Après, il durera sur plusieurs, peut-être sur des dizaines d'années, mais au moins amorcer le processus et que ce processus il soit facilement essaimable. Et c'est ça un peu l'enjeu du projet, c'est d'arriver à faire quelque chose qui soit essaimable. Donc, on est revenu dans les territoires ruraux, et dans ces territoires ruraux, on crée des écosystèmes coopératifs. Donc, un écosystème coopératif, c'est un ensemble de structures qui remplissent des fonctions différentes. Comme le corps humain a plusieurs organes, chacun avec une fonction différente et un système différent, système respiratoire, système digestif, système nerveux, et ben nous, en fait, on a plusieurs structures qui chacune prennent une fonction. Donc, on a une société coopérative d'intérêt collectif qui va exploiter,
On a une société civile immobilière qui est propriétaire du foncier. On a un fonds de dotation qui est propriétaire à 98% de la SCI, de telle façon à sortir les terres et les bâtiments du marché spéculatif et les rendre au commun, puisqu'en fait, c'est bien une fois qu'ils appartiennent au fonds de dotation, ils n'appartiennent plus à personne, hein, même pas au collectif, hein, puisque c'est le fonds de dotation qui est propriétaire des terrains et qui met ensuite, on appelle ça un bail à construction, il les met à disposition pour qu'ensuite on développe des activités sur ces territoires. Et puis on a aussi une association qui gère la monnaie citoyenne locale, hein, qui est un peu représentant un petit peu la banque centrale, entre notre banque centrale relocalisée. Et puis le fonds de dotation, lui, joue le rôle un peu redistributif de l'État. Et toutes ces structures, en fait, siègent dans un conseil écosystémique avec des représentants qui font qu'ensuite on peut prendre des décisions collectives, coordonnées, donc en cohérence, comme vous disiez tout à l'heure, à travers notre association Terra, qui joue le rôle du comité territorial du dialogue. Et lorsqu'on aura relocalisé et revitalisé ce territoire, l'association Terra se déplacera dans un autre territoire, et là, on recommencera le processus, etc. Sachant qu'une fois qu'on s'est déplacé, ceux qui restent peuvent continuer ce processus avec les communes locales, puisqu'à chaque fois qu'on crée un nouveau quartier rural, on crée toutes ces activités pour revitaliser le territoire. Il n'y a pas un centre. Oui, c'était terminé. On prend les deux dernières et puis après on continue. Allez-y. Dans notre groupe, on se demandait comment vous faites pour attirer les jeunes. Pour répondre à son projet de groupe, là, c'est quand même un choix de vie et quand même il faut se décider à accepter certains inconforts et certains défis. Alors, encore une fois, moi j'aime bien utiliser la métaphore de la pomme qui tombe de l'arbre quand elle est mûre. Elle n'a pas le choix, la pomme. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris conscience, qui ont tiré le fil de la transition écologique profonde, et ils savent que c'est fini. Comme certains aristocrates, à l'époque de la Révolution française, savaient que la monarchie, c'était fini. Ça ne marche pas. Et à un moment donné, quand tu commences à lire un petit bouquin d'un scientifique, un bouquin d'un politique, un bouquin d'un banquier, et que ces gens-là, c'est pas des gens qui courent tout nus dans la forêt, si tu veux, c'est des gens qui ont des responsabilités, tu vois, et qui te disent tous la même chose, avec des points de vue différents, au bout d'un moment, tu te dis, ok, bon, ben là, je crois que là, j'ai suffisamment d'informations. Mais c'est pas du tout une question de volonté et de choix. Les gens qui quittent leur métier, qui changent de métier, qui viennent habiter dans les zones rurales, c'est pas un choix. Ils ne peuvent plus faire autrement. Moi, quand j'ai quitté ma boîte, j'ai divisé par 5 mes revenus, j'ai utilisé tout mon capital pour lancer ce projet, mais ce n'est pas un choix, ce n'est pas moral. Ça n'a rien à voir avec la morale, ni même l'éthique. C'est physique. Je pense que tant qu'on n'est pas arrivé à ce point physique où ça devient... Je prends souvent l'exemple de ce qui s'est passé avec les enfants, l'esclavage des enfants. Pendant toute une période de l'humanité, le travail des enfants à 4 ans dans les mines, c'était naturel. On a des textes dans les minutes de l'Assemblée nationale en France, lorsqu'on a interdit le travail des enfants, où il y avait des personnes, des politiques, qui disaient « Mais pourquoi vous voulez apprendre à lire à cet enfant ? Il n'en a pas besoin pour pousser un wagon. » Vous voyez ? C'est à un moment donné des choses qui nous paraissaient normales, avec du recul et puis un certain travail, ça nous paraît plus normal du tout et on veut plus le faire. Et des fois, on est même contraint à le faire parce qu'on a pris de grosses habitudes. Hein, notre cerveau reptilien, il sait faire ça. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on se désaccoutume. Et ça, c'est un peu le côté un peu thanatos de l'écologie. Moi, j'aime pas trop parler de ça parce que sinon on dit oh là là. Donc, il faut vraiment que le changement devienne désirable. À un moment donné, quand c'est désirable, c'est plus fort que vous, en fait. Vous dites là, moi j'ai envie de vivre ça, j'ai plus envie de vivre ça. Et c'est un appel, en fait. Et ça, il faut laisser faire. Hein. Surtout, ne vous forcez pas. Hein, ça viendra tout seul. La pomme, quand elle est mûre, elle tombe, elle fait un autre arbre. C'est terminé. Ne vous inquiétez pas si vous allez dans une direction, si vous lisez, si vous vous informez, si vous commencez à faire des choses autour de vous. À un moment donné, vous verrez, c'est plus possible. On est obligé de se mettre en cohérence. Et puis après, on va redémarrer parce que sinon, je n'aurai pas le temps. Et donc, comment on fait pour les jeunes ? On leur propose un nouveau style de vie. On dit, nous, voilà ce qu'on fait, ça vous plaît ? Et les gens, ils arrivent, waouh, j'ai envie de ça, moi. Et à partir du moment où une personne a dit, j'ai envie de ça, je peux vous dire qu'elle envoie du pâté. Hein.
Et donc, c'est pour ça que ces jeunes viennent, en fait, parce qu'ils veulent expérimenter une nouvelle façon de s'organiser en société. Et c'est pas que des jeunes, comme je dis souvent, c'est pas que des jeunes en déshérence. On a des ingénieurs, on a des docteurs, on a des cadres supérieurs, on a des punks à chiens, et c'est rigolo parce que tous ces gens sont très différents et en même temps, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils veulent que le machin, ça change. Quelle que soit leur origine, ils veulent que le machin, ça change. Et c'est ça qui les réunit dans le projet, en fait. Et après, on continue. Oui. Juste en 2 mots, en janvier-février, on a participé à 2 jours à Neuchâtel avec l'atelier paysan et qui était sur le thème de reprendre la terre aux machines. Mmh. Donc ça peut intéresser les gens et il y a des initiatives qui continuent et on voyait justement des jeunes familles. Mmh. Une dernière, et puis on y va. Bah, moi, c'est pas une question, c'est toujours le constat, mais d'une part, il y a quand même, par rapport à il y a 15 ans, je veux dire, où on faisait une réunion sur la transition et tout, bah, effectivement, il y a des initiatives très isolées un peu partout. Et un truc important, c'est la définition de ce territoire. Chez vous, 30 km, en France, je crois que c'est pas beaucoup. Chez nous, c'est déjà beaucoup. Et donc, définir quelles actions à un niveau très local, à un niveau un peu plus. Enfin, moi, j'ai du mal à voir la mise en réseau, voilà, quel intérêt, comment s'y prendre, pour quelles actions et tout, donc ça c'est intéressant. Mais par contre, du coup, c'était des initiatives plus individuelles et je trouve qu'on retrouve un peu à la fois une culture du commun. Donc il y a quand même des projets plus qui sont de l'ordre de projets collectifs qui commencent à reprendre un peu vigueur dans la région. Donc ça, je crois que c'est un truc vraiment plus pour ce côté toile d'araignée entre tous les projets. Et alors la différence avec la France, au-delà d'un territoire plus petit et donc peut-être d'agir à un niveau plus restreint, c'est qu'il y a une beaucoup plus grosse pression sur le foncier. On a un petit territoire. Ça, c'est un vrai problème. Sur la terre et tout. Enfin, monsieur en parlait en parlant terre en vue. Il y a ça. Et puis, deuxième chose, ce qui est pareil que chez vous, c'est la difficulté pour les maraîchers, etc., de vivre tout simplement de ce qu'ils font. Et donc, les salaires à 700 €, ça existe. Enfin, c'est aussi comme ça. Et du coup, en même temps, attirer les jeunes, je crois qu'il y a 10 ans, il y a plein de gens qui avaient le fantasme jeune, maraîchage, etc. Mais c'est en train de se perdre, je pense. Parce que, par exemple, les terrains Momini de terre en vue, ben, on a difficile à trouver un maraîcher, en fait, parce que, voilà, il commence à avoir cette expérience de dire, en fait, c'est un boulot de malade, on ne gagne rien, et pourtant, c'est, comme vous dites, voilà, c'est une utilité publique hyper primordiale. Et voilà, donc ça, on est un peu dans le même schéma à ce niveau-là. Alors, pour la distance de 30 km, nous, c'est celle qu'on a choisie chez nous. Mais ce qu'on dit aux groupes qu'on accueille et aux groupes qui veulent se créer, c'est la bonne distance, en fait, c'est trouver dans un rayon X tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vivre au quotidien. Parce que quand même, on a derrière la tête cette idée quand même de possible effondrement, avec un S, j'aime bien rajouter un S, et que être dans un écosystème coopératif territorial, c'est pouvoir continuer à vivre au quotidien, même en cas de désordre systémique majeur. Si aujourd'hui vous vivez dans un endroit dans lequel vous n'êtes pas cause sur les productions durables dont vous avez besoin pour vivre au quotidien, alors je vous invite à prendre 15% de votre argent, vos revenus, 15% de votre épargne, 15% de votre temps, pour y construire un écosystème coopératif territorial ou trouver un écosystème coopératif territorial pour exister, de telle façon à vous mettre en situation de pouvoir vivre durablement, en fait. Parce que je ne peux pas ne pas dire que ça ne va pas s'effondrer. Vous avez tous des maisons ou des appartements et vous avez assuré vos maisons et vos appartements contre l'incendie. Ça ne veut pas dire que vous vivez comme si votre maison ou votre appartement allait brûler, mais au moins vous avez une assurance incendie. Aujourd'hui, je suis halluciné. Très peu de personnes ont une assurance incendie contre les effondrements. Et moi, je pense que ne pas avoir une assurance incendie contre les effondrements, c'est comme si vous aviez une maison sans assurance incendie. Et que les collectivités territoriales n'organisent pas la souveraineté en matière de production de base pour les habitants de leur commune, pour moi, c'est un acte antidémocratique. Aujourd'hui, toutes les communes devraient avoir un plan pour relocaliser la production vitale aux habitants de leur territoire en cas d'effondrement systémique. On a une confiance illimitée en la technologie et en notre système.
Aujourd'hui, les châteaux forts ne sont plus des centres culturels, économiques, guerriers et financiers. Hein. Ils sont tous en ruine. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on a des super grandes villes où il y a tout que demain matin, il y aura toujours des super grandes villes où il y a tout. Hein. Quid des châteaux forts? Bon, donc voilà, pour nous, la distance, c'est là où vous pouvez vous procurer ce que vous avez besoin pour vivre au quotidien. Et sans faire du catastrophisme, hein, encore une fois, avec joie. Si c'est pas avec joie, ne le faites pas. Alors pour terminer, je vais rapidement vous faire toucher du doigt la notion de trajectoire, qui pour nous est extrêmement importante, parce que c'est vraiment une innovation de rupture hein, importante dans la façon dont on s'organise au quotidien. Alors c'est quoi une... Ah. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que le principe d'une trajectoire par rapport à une direction? Donc ça, c'est les travaux d'Edgar Morin, duquel on s'inspire. Si vous n'avez pas lu le petit bouquin, alors ne lisez pas la méthode, c'est un peu gros, mais par contre, Initiation à la pensée complexe, c'est un petit livre de poche sur lequel il a résumé ses idées fondamentales. Et je pense que dans une société complexe, dans une nature complexe, dans un univers complexe, la simplicité, ça marche pas. On a un dogme dans l'altermonde du simplisme, de la simplicité. Moi, je préfère la notion de simplexité. C'est pas parce que je dis le mot simple simplement que ce qui me permet de dire le mot simple simplement n'est pas complexe. Autant trop de complexité, ça nous tue, autant le simplisme va nous tuer. On a des tas de gens qui viennent à Terra en imaginant encore qu'ils peuvent balancer des graines par-dessus leurs épaules et courir tout nus dans la forêt sans travailler. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'envoyer ce message aux gens qui quittent les grandes villes. Ce n'est pas vrai. C'est compliqué, la nature. C'est pas un truc idéal, la nature. Il y a beaucoup de problèmes aussi avec la nature. Et donc, il faut passer de la simplicité à la simplexité. Et la simplexité, c'est prendre en compte que ce que nous voulons faire de façon simple va nous demander un travail complexe. Et pour ça, on s'inspire des travaux d'Edgar Morin, en particulier la notion d'émergence. Donc l'émergence, c'est un concept important à comprendre. Ce n'est pas en regardant les propriétés de l'eau que vous pouvez déduire les propriétés de l'hydrogène et de l'oxygène qui le composent. Inversement, ce n'est pas en regardant les propriétés de l'oxygène et de l'hydrogène que vous allez tirer les propriétés de l'eau. C'est une émergence, l'eau est une émergence en fait du rassemblement de deux unités d'oxygène pour une unité d'hydrogène. Et donc c'est hyper important d'avoir ce qu'on appelle nous des principes directeurs. Et c'est ça la notion de trajectoire. C'est que nous on a des principes directeurs, un peu comme l'eau qui descend de la montagne veut aller vers l'océan en fait. Vous voyez, l'eau elle va vers l'océan, point final. Quel que soit l'endroit où elle tombe, elle va à un moment donné se retrouver à l'océan. Mais elle ne va pas y aller sur une autoroute. Elle n'a pas de direction, en fait. Elle ne suit pas une direction déterminée. Elle va suivre ce qu'on appelle une trajectoire. Et la trajectoire, en fait, elle va se faire en fonction, en fait, de l'état du milieu au moment où on se trouve sur ce milieu-là. Et donc, peut-être, au lieu de mettre 100 km en 100 minutes, on va mettre 10 km en 3 ans. OK ? Mais on s'en fout. La question, c'est est-ce que je me rapproche progressivement de l'expérience que je veux vivre, basée sur les principes qui me dirigent à l'instant présent. C'est ça l'émergence. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment un changement vraiment de nature. Et pour ça, on a nous 6 principes qui ont guidé le projet depuis son début. Et je vais les parcourir rapidement pour vous montrer comment ils ont évolué aussi. Parce qu'on peut partir d'une idée initiale, hein, une raison d'être, qui est la raison d'être pour laquelle on a lancé notre projet. Et puis, à un moment donné, cette raison d'être, elle va se modifier. Parce qu'en fait, les conditions vont changer, les personnes qui vont arriver vont être différentes. On s'imaginait que ce serait comme ça, et finalement, c'est comme ça. Et donc, si tu changes pas ta raison d'être, si elle n'est pas évolutive, si elle n'est pas opposable, du coup, tu vas continuer à appliquer un dogme, et tu vas essayer de forcer la réalité pour qu'elle soit comme tu veux qu'elle soit. Et la réalité, elle va te dire non. Non. Et là, la réalité, elle est en train de dire non, à notre direction. Et donc, il faut revenir à un pilotage par la trajectoire. Alors, c'est quoi ces principes? Le premier, c'est redessiner la démocratie.
on ne peut pas mettre en avant les communs avec des principes de vote à la majorité. Aujourd'hui, en France, je ne sais pas en Belgique, mais en France, la réalité de l'Assemblée nationale, elle est portée par 25% des voix. La réalité de la présidentielle, c'est que les personnes qui ont vraiment voté pour notre président, c'est à peu près 25% des voix. Ça veut dire que 25% du corps électoral peut engager 75% du reste dans des décisions qui servent 25% du corps électoral. Il faut relire Jean-Jacques Rousseau. Moi, je suis un grand fan de Jean-Jacques. Relisons le contrat social. Il a déjà décrit ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Hein? Le contrat social, c'est créer une association qui préserve tous ses membres de la liberté, tout en préservant ses communs, ce qui leur permet d'être ensemble. Okay ? Et donc là, aujourd'hui, il faut qu'on aille vers des processus de gestion par consentement, c'est-à-dire des processus dans lesquels, si on veut recréer des communs, eh ben, si quelqu'un a une objection, ben non, on ne le fait pas. Ou alors, ça veut dire que la personne doit s'en aller. Ça veut dire qu'elle ne fait plus partie de cette collectivité-là. Mais on ne peut plus continuer à décider de nos communs à la majorité relative. Ce n'est plus possible. Mais ça, par contre, ça prend beaucoup de temps. C'est très compliqué. Il faut éduquer les personnes. Il faut travailler ensemble. Il y a plein de choses qui agissent dans une gestion par consentement. Et on s'est rendu compte, nous, en essayant de garder ce principe à l'esprit, c'est le même qu'il y a 10 ans. Hein, ça, ce que je vous montre là, c'est ce qu'on avait prévu il y a 10 ans. Et on sait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout le temps, toujours, dans toutes circonstances. Hein. Encore une fois, mon ami Patrick Yver, il dit souvent, attention de ne pas transformer une méthode en bâton magique, sinon ça devient un bâton merdeux. Il faut qu'une méthode soit un bâton de marche. Simplement un bâton de marche. Donc la gestion consentement, oui, à des moments c'est utile, à des moments c'est essayer de diriger l'entreprise par gestion par consentement, vous allez voir, hein, ça ne va pas le faire. Donc on a réintroduit ce qu'on appelle nous une saine verticalité depuis quelque temps, grâce au travail d'accompagnement de l'Université du Lyon. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait maintenant plutôt, il y a des endroits où on est en gestion par consentement, et puis il y a des endroits dans lesquels on est en sollicitation d'avis. Par exemple, dans les cercles d'activité, les commissions, les structures, on a donné une souveraineté aux cercles d'activité, aux commissions et aux structures, à condition qu'ils soient reconnus par le conseil d'administration. Et donc, dedans, la sollicitation d'avis, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent prendre des décisions à condition d'avoir sollicité ceux qui ont une expertise dans cette décision et ceux qui vivront avec la décision après. Et après, ils prennent leur décision en conscience. Okay ? Alors, c'est pas magique non plus, mais ça nous permet d'aller peut-être un peu plus vite dans des endroits où la gestion par consentement peut nous embourber dans des besoins d'unanimité auxquels on n'atteint jamais et qui finit par faire des oui-non, des non-oui, des mais-je, et puis finalement, à un moment donné, ça pète parce que ça ne tient pas la route, en fait, par rapport au réel. Le deuxième élément, c'est bien-être et vivre ensemble. Là aussi, quand on est parti, vous voyez, on a même la phrase en dessous, la santé prime sur toutes les décisions politiques, le bien-être de chacun est au cœur de la cohésion sociale. C'est pas vrai. Vous avez des personnes, ils se lèvent mal le matin, ils vont arriver dans une réunion, ils sont mais insupportables. Moi, le premier. On vit avec des êtres humains, on ne vit pas avec des robots. On vit avec des gens qui ont des tas de trucs dans la tronche, qui ont une trajectoire, des problématiques de représentation de ce qu'ils sont, de ce que sont les autres, de ce qu'est le monde. Il faut arriver à se mettre d'accord avec des mots qui sont totalement imparfaits, avec des émotions qui nous submergent, avec des émotions qui n'arrivent pas à sortir. Et tous ces trucs-là, ça fait que les gens, ils essayent de faire le mieux qu'ils puissent faire, en fait. Et des fois, le mieux, c'est pas suffisant. Petit détail, 80% des écolieux meurent avant d'avoir reçu un financement. Ils meurent pas parce qu'ils ont des sous. Ils meurent parce que les gens se sont pas mis d'accord. Alors au départ, on prend une grosse boîte à chaussures, on écrit le mot amour, tout le monde vote, ah putain c'est top, et dès qu'on ouvre la boîte, on se fout sur la gueule. Parce que ce qu'il y a dans la boîte, c'était pas du tout ce qu'on pensait que c'était le mot amour. Mais c'est valable à l'intérieur de soi, entre nos partis, c'est valable entre deux personnes, et c'est valable aussi dans un groupe. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas valable partout. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, on a mis en place des outils de régulation, on a créé ce qu'on appelle le cercle écoute et médiation,
qui est un cercle dont l'objectif, ça va être d'aider à fluidifier les relations interpersonnelles, mais à partir des rôles dans lesquels qu'on doit prendre au sein de l'écosystème. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle des cercles restauratifs. Vous connaissez les cercles restauratifs? Ça a été développé par Dominique Barter, je vous invite très fortement à vous renseigner là-dessus. Heureusement qu'on a mis ça, sinon le projet Terra serait mort dès 2015. Et les cercles restauratifs, ce sont des outils, enfin, la métaphore, c'est de dire, quand vous créez une maison, vous savez que vous allez manger, donc vous avez une cuisine. Ah ben, dans un groupe, vous savez que vous allez avoir des conflits, donc vous créez un cercle restauratif. Parce que le conflit, c'est pas grave. Le problème, c'est si il n'y a pas quelque chose adapté pour le traiter, en fait. C'est parce qu'on n'a pas des instances qui régulent ces conflits qu'on n'arrive pas à sortir la pépite d'or de ce conflit. C'est parce qu'il arrive comme ça en vrac, et donc ça marche pas, en fait. Donc du coup, on a comme ça donc le cercle restauratif, on a on fait de l'écoute active, on forme des personnes à la communication non violente, et là aussi, attention, ça peut devenir un bâton merdeux. À force à force de se centrer sur son nombril, on voit plus le nombril des autres. Du coup, c'est embêtant aussi, donc il faut faire attention. Donc, mais par contre, vous voyez, on a pris en charge cette idée que non, on va pas bien être et vivre ensemble tout le temps. Il va y avoir des moments où on va être super chaud et super chouette, et puis des moments, il va y avoir des crises. Et c'est normal. Ce qui serait pas normal, c'est qu'il n'y ait aucune crise. Ok ? Et donc, faire attention dans cette vision un peu bisounours d'un écolieu qui serait l'idéal de vie dans lequel tout le monde va se retrouver, et ça marche pas. Produire localement le nécessaire. Donc là, pour nous, c'est un principe majeur de Terra depuis le début. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi, il va falloir qu'on priorise. Qu'est-ce qu'on veut produire? C'est quoi le nécessaire? Le nécessaire pour quelqu'un, c'est une maison de 300 mètres carrés, et pour l'autre, c'est une tiny house. Vous voyez? Et bon, ok, on va dire que celui-là, il est mauvais et celui-là, il est gentil. Il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait collectivement pour produire le nécessaire vital aux habitants d'un territoire de vie. Et pour ça, nous, on a fait, en 2017, on a réuni tous les gens, on leur demandait c'est quoi toutes les activités que vous voulez faire. Donc tout le monde a cité ses activités. Et après, on a posé la question, aujourd'hui, dans notre écosystème coopératif territorial, qu'est-ce qui vous paraît le plus d'utilité commune? C'est-à-dire, qui sert les communs de l'écosystème à aujourd'hui. Et là, en fait, on a donné 3 gommettes. Vous savez, les gommettes, c'est des petits trucs ronds qu'on colle au mur. Et donc, ils avaient le droit d'en mettre 3 sur une activité, ou 2 sur une activité et 1 sur une autre, ou alors une et une. Et là, on a reclassé toutes ces activités par ordre décroissant d'utilité commune. Et on a dit, voilà, si on collecte 12 000 euros, on financera la personne qui porte le premier. Si on a 24 000 euros, on financera les 2 premiers. Et comme ça, on est arrivé jusqu'à 5 activités qu'on a financées en 2017. Mais avec cette idée que demain, si on était en capacité de produire suffisamment, on irait valoriser en monnaie, y compris celui qui veut courir tout nu dans la forêt. Parce qu'un homme en paix, un homme joyeux, il a une valeur, force de vie, énorme. D'ailleurs, regardez ce que coûtent à la société les gens qui ne sont pas en paix et joyeux. Pourquoi il faut attendre de payer le désordre provoqué par la non prise en compte de la paix, de la force et de la joie des individus, alors qu'on pourrait se prémunir, faire une sorte de médecine sociale préventive qui nous permettrait de s'assurer que ces gens-là sont bien. Donc pour nous, on a fait ce travail-là et aujourd'hui, on a défini nos productions et maintenant, ça va beaucoup mieux. Habiter durablement, hyper important. Donc là, pareil, on a déterminé progressivement comment on pourrait habiter notre territoire et on s'y rendu compte que habiter, c'était pas seulement mettre des briques les unes sur les autres et un toit dessus. Habiter, ça conditionne la façon dont on habite le territoire, conditionne le territoire et donc conditionne la façon dont on habite le territoire. Comme vous dit Edgar Morin, il y a une rétroactivité en fait sur la façon dont j'habite et la façon dont le territoire me permet d'habiter. Et donc, en relocalisant les activités de production proches des activités de consommation, en économisant toutes les ressources quand on construit nos habitations, eh bien, on arrive ensuite à vivre beaucoup mieux sur ce territoire. Mutualiser nos ressources, là c'est pareil. L'idée, est-ce qu'on doit tous être propriétaires de notre logement? Est-ce qu'on doit tous être propriétaires de notre voiture? Est-ce que c'est plus important de produire des biens ou est-ce que c'est plus important de produire des usages? Et là, on a fait un grand changement avec l'arrivée de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération dans notre projet. On est passé d'une gestion par la propriété individuelle des moyens de production et des moyens d'habitation à une gestion collective
Ce qui ne veut pas dire que les gens ne sont pas propriétaires des parts sociales, il ne s'agit pas de faire des kolkhozes, on sait que ça ne marche pas, mais plutôt de dire que la propriété en fait, des moyens de production et des lieux d'habitation sont collectives, chacun en ayant une part en fait. Et il peut y avoir des parts qui soient différentes entre les différents acteurs. Et là, par exemple, le dernier travail qu'on est en train de faire, c'est sur ce qu'on appelle les droits d'usage, c'est-à-dire que les maisons qu'on va construire, en fait, les gens ne seront pas propriétaires des maisons qu'on va construire, en fait. Ils seront propriétaires des parts sociales de l'apport qu'ils pourront faire pour construire ces maisons. Et ensuite, la société coopérative d'intérêt collectif leur donnera un droit d'usage qui leur permettra après d'occuper avec un loyer inversement proportionnel à l'argent que les personnes auront versé, de telle façon à ce qu'ils puissent aussi avoir une mobilité. Parce que quand, par exemple, vous avez une maison qui fait 150 mètres carrés parce que vous êtes 4 et que vos enfants s'en vont, bah peut-être que cette maison qui faisait 150 mètres carrés, vous n'en avez plus besoin. Il vaut mieux que vous habitez peut-être une maison qui fait que 100 mètres carrés ou 75 mètres carrés. Et du coup, ça permet de faire ce qu'on appelle des mobilités verticales à l'intérieur d'un quartier rural et en même temps des mobilités horizontales. Le gros problème qu'on a dans les écolieux, c'est que souvent les gens, ils investissent tout leur patrimoine dans leur maison. Et quand il y a un conflit, ou alors qu'ils ne s'entendent plus, ou alors qu'ils ont trouvé un truc mieux ailleurs parce qu'on change, ça devient très problématique de vendre sa maison. Il y a beaucoup d'écolieux, c'est vraiment un problème. Et donc là, par contre, hein, ils sont locataires de leur maison, et quand ils partent, ils récupèrent tout leur capital. Ils n'ont pas à vendre leur maison, en fait, puisqu'ils sont propriétaires des parts sociales, et ils ne sont pas forcément obligés de vendre leur maison. Leur maison sera louée à une autre personne qui les remplacera. Donc, mutualisation des ressources, pour nous, très important. Tous nos documents sont... comment on appelle ça, copyleft. On travaille vraiment sur on fait de la participation libre et conscience pour toutes les formations, de telle façon que ce soit accessible à tout le monde. Et donc, on mutualise vraiment ces ressources parce que ces ressources, pour nous, elles sont vraiment vitales. Et puis, le Graal, pour nous, c'est le 6e. Donc, le 6e, c'est quoi? C'est cette capacité à créer, à un moment donné, des conditions matérielles et immatérielles pour que chacun choisisse son activité. Parce qu'il a déjà un revenu et pas seulement pour avoir un revenu. Et ça, pour nous, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on doit arriver à un moment donné à ce que la production produite sur le quartier rural permette à tous les individus, de la naissance à la mort, d'avoir un revenu suffisant, en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par la production relocalisée et durable, qui va assurer, en fait, une demande solvable, hein, c'est-à-dire qu'une demande, elle ne peut être satisfaite par une entreprise que si elle est solvable. C'est-à-dire que derrière, on doit payer l'entreprise pour avoir ces... Et donc, si on donne à tout le monde un revenu suffisant pour assurer ses besoins fondamentaux, ça veut dire qu'on stabilise la demande solvable des entreprises locales, qui donc de nouveau se retrouvent dans une logique de durabilité. Et derrière, comme il y a de l'argent qui arrive dans ces entreprises, elles peuvent de nouveau payer leurs charges, enfin leurs cotisations sociales, leurs impôts, pour assurer des rentrées d'argent dans les collectivités territoriales, qui peuvent ensuite réinstaurer des garanties publiques, des services publics dans ces territoires. Et là, vraiment, c'est pas du tout de l'assistanat, en fait. C'est une autre façon de redistribuer la valeur pour qu'on soit plus durable dans nos territoires de vie. Et le dernier, pour nous, très important, c'est la transversalité de ce qu'on appelle, nous, donc la transmission. C'est-à-dire que tout dans Terra est construit pour être compris, prendre avec, compris, formalisé, c'est-à-dire qu'on a des rapports, on formalise notre travail avec le travail du conseil scientifique, et surtout ensuite transmis. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir transmettre ce qu'on a compris pour que d'autres puissent démarrer dans d'autres régions ce que nous avons fait, sans passer par tous les problèmes que nous avons connus pendant les 10 dernières années. Et donc, on a un gros travail de formalisation, d'essaimage, d'accueil, de transmission, de telle façon que d'autres puissent faire ça dans leur propre... Est-ce que vous avez des questions? On doit être pas loin de la fin, là, c'est ça? Il est quart. D'accord. Et ça veut dire? Ça se termine à midi. Ah, donc on a un quart d'heure de retard. Ah oui, d'accord, ok. Oui, merci. Voilà, j'ai terminé. Est-ce que vous avez des questions éventuellement pendant cette dernière minute? Au début, vous disiez que vous ne demandiez jamais d'argent aux communes. Mais du coup, dans les collectivités territoriales, ça veut dire la commune en elle-même, ou les communes d'agglo, je ne sais pas si c'est une commune. Où est-ce que vous... La commune. Pour nous, on ne demande pas d'argent.
Tout le reste, Voilà, les communautés. Alors, si on prend au niveau de la France, je ne connais pas comment ça marche en Belgique, mais en France, on a les pays, les communautés de communes, on a les départements, les régions, on a l'État, et maintenant, on a l'Europe aussi. Donc, on demande de l'argent à tous ces niveaux, mais pas à la commune sur laquelle on est implanté. La commune doit nous vivre comme un apport de ressources supplémentaires. Donc, par exemple, la commune de Trentel, on lui a donné 240 000 € pour acheter son terrain, elle nous a vu comme... vous voyez, et par contre, on lui a demandé si elle était OK pour remettre 40 000 €, c'est-à-dire 20% du montant du capital, 20% du montant de ça, dans le capital de la société coopérative d'intérêt collectif. Et elle a accepté. Mais c'est nous qui lui avons donné l'argent, et grâce à cet argent, ils ont pu mettre 40 000 € au capital. Et pour nous, c'est important. Quand ils nous voient, voilà, on a créé un jardin, par exemple, partagé. Ce jardin partagé, on n'en avait pas besoin de le faire pour l'instant, parce qu'on était plutôt dans la partie éco-construction. On a fait ce jardin partagé. Pourquoi? Parce que l'école publique de la mairie, ils voulaient vraiment faire reconnaître l'agroécologie aux enfants. Et donc, on a fait ça pour eux, pas pour nous. Et donc, il y a vraiment ce lien, vraiment de dire, on va se mettre au service de la commune. Et par contre, les sous, on va les chercher dans les autres structures. Hormis la nef, par exemple, la caisse de dépôt et consignation. Ils ont dit non. Leur rôle. Ah ouais. Ah oui, mais oui, bah oui. Alors là, alors on est sur un gros dossier là, avec le FEDER. Vous connaissez le FEDER, je pense que ça va être existé aussi en Belgique. Et là, on a déposé un dossier de 500 000 € au FEDER. Et là, peut-être, parce que ça passe par la région, et la région, on travaille beaucoup avec elle. Donc là, on va peut-être avoir... mais c'est une subvention. Et nous, ce qu'on voudrait, dans cette première phase, on voudrait avoir toutes les parties prenantes, en fait, du territoire. Et ce qui nous manque dans le financement, c'est d'avoir des institutions financières. Nous, on pense qu'il faut rallier dans ce démarrage des institutions financières publiques, privées, de la société civile, parce que dans la deuxième partie du projet, on aura besoin d'avoir des effets leviers. Et si les gens n'ont pas compris, si ces institutions n'ont pas compris comment ça marche et pourquoi ça marche, ils pourront pas rentrer en phase 2 parce qu'ils comprendront pas, en fait. Donc nous, on voudrait réunir dans ce premier tour de table des investisseurs qui soient aussi en capacité de comprendre que le développement durable passe par des capitaux patients à intérêt modéré et que peut-être ça prend plus de temps, peut-être que l'intérêt est moins important, mais demain ou après-demain, ça va revenir. C'est juste qu'ils arrivent à changer le braquet, en fait. Et ça, pour l'instant, c'est vraiment compliqué, que ce soit public, privé ou société civile. Alors aujourd'hui, les titres financiers, il y a des titres, alors il y a des institutions financières à impact. Et on en connaît, on en a rencontré plus d'une trentaine. Mais le problème, c'est que même s'ils veulent faire des investissements à impact, ils ne renoncent pas, en fait, à un niveau de rémunération et ayant une durée qui soit compatible, en fait, avec le développement des territoires, en fait. Et j'appelle ça, moi, la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire qu'on est obligé de monter des modèles économiques qui satisfont le niveau de rendement et la durée des investisseurs, en fait. Alors que normalement, dans toute l'histoire de l'humanité, hein, on travaille avec un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Atomis, qui nous a dit qu'il y avait une inversion dans les années 80, à peu près dans les années 80, dans lequel, avant, la finance était le résultat de l'économie. C'est-à-dire, l'émergence de la valeur, c'était la qualité, en fait, la qualité des services et des produits. Et il y avait une émergence qui était la finance. Mais quand on est arrivé à saturation sur les marchés, qu'est-ce qui s'est passé? Les financiers ont voulu conserver les mêmes niveaux de rendement. Et donc, en fait, la qualité est devenue résiduelle au rendement, en fait. On a complètement inversé le modèle, en fait. Et ça, c'est la fin de quelque chose. Hein, parce que quand tu commences à produire de la non-qualité dans une civilisation, tu produis des contre-mesures qui sont que les gens disent « Eh les mecs, là, c'est pas possible, ça va pas continuer. Ça prend du temps. » Mais au bout d'un moment, les gens, ils sont pas cons. Hein. Au bout d'un moment, s'ils sont obligés de travailler 3 fois plus, c'est 3 fois plus dur, ils vont chercher, quoi, comme l'eau qui veut aller vers l'océan. Et donc, notre objectif aux ERDI, c'est d'essayer d'amener aux institutions financières ce regard, et on leur demande pas de mettre tout leur capital dans des capitaux patients intérêts modérés, mais de créer ce que moi j'appelle des fonds d'investissement pour la transition, c'est-à-dire en acceptant que les règles de distribution de ce capital qu'on met là ne sont plus les mêmes que le monde industriel, mais sont celui d'un nouveau monde qui arrive, qui est un monde émergent, basé sur des capitaux patients intérêts modérés. Ça va? Est-ce que, alors ça, on le verra beaucoup plus en termes méthodologiques cet après-midi, dans le jeu du modèle économique et financier, qui durera 1h30, et dans lequel on va vous faire passer en 1h30 les 3 phases que nous allons faire en 10 ans, pour que vous compreniez bien le processus qui amène à ça.
une question par rapport aux Suisses de l'autonomie. Je suppose que c'est pas le revenu. Non, absolument. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé, on a fait des appels à fonds. On a instauré 5 revenus de transition, 5 revenus d'autonomie en 2017, c'était, pour voir justement les caractéristiques de ce revenu, comment il se dépensait. Tout. Et là, on a bien mesuré que si on voulait mettre en place un revenu d'autonomie, il fallait d'abord s'occuper de la production. On appelle ça, nous, les 5 clés du développement. D'abord la production, les réseaux de distribution, les moyens d'échange. C'est là que la monnaie citoyenne locale est très importante, parce que ça permet de conserver cette valeur sur le territoire. Mais il y a après les revenus, donc la stabilité des revenus, parce que si les revenus fluctuent en permanence en fonction des marchés internationaux, tu peux pas assurer une durabilité aux entreprises locales et aux collectivités territoriales. Et la dernière, qui est très importante, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que si on n'associe pas les collectivités territoriales à la mise en place de ces écosystèmes coopératifs territoriaux, on se retrouve à pédaler contre le vent parce que les lois facilitent plutôt la sortie de l'épargne des territoires plutôt qu'elles en facilitent le retour, en fait. Et donc, il faut qu'à un moment donné, on puisse aussi peser sur les lois pour que les lois facilitent le retour du capital dans les territoires de telle façon à pouvoir réinvestir ces territoires ruraux qui sont extraordinaires. Arrête. On va tout doucement mettre fin à la présentation de l'amendement que vous avez dit. Il y avait peut-être encore deux petites choses qu'on veut vous dire avant de clôturer. D'une part, il y a Martin qui est pour la question. Il va faire un petit mot, il va expliquer un peu ce qui se passe aussi entre maintenant et l'atelier qui aura lieu tout à l'heure. Et alors, peut-être. Parce qu'il y avait l'ambition initiale aujourd'hui de faire le jeu de modèle économique suivi d'un World Café. Mais on s'est dit pour un dimanche, c'était peut-être un peu trop, ça allait faire terminer la journée trop tard. Et donc, il y a l'ambition de réorganiser un atelier qu'on pourrait organiser sans Frédéric, parce que pour le café est assez utilisé, assez connu. Donc on voulait vraiment bénéficier de l'apport de Frédéric sur le jeu du modèle économique qui est vraiment propre à son organisation et de sa création avec son collectif. Et donc voilà, donc, juste faire un petit mot sur comment ça s'est passé aussi aux 4 sources dont tu viens hier, où vous avez organisé le World Café. Alors, ce qu'on a fait pendant les 3 ans, dans la deuxième année des 3 ans de Tour de France, c'est qu'on a organisé un peu partout en France, dans des petits villages, des World Café, dans lequel on arrivait avec la question dans quel... alors nous, à l'époque, c'était village, hein, maintenant c'est écosystème, mais à l'époque, c'était village. Donc, dans quel... Alors, je vais l'adapter à aujourd'hui. Dans quel écosystème vous aimeriez voir naître vos enfants et finir vos jours en paix? Et c'était ça l'idée. Et donc, on avait repris les 6 principes de Terra. On faisait des tables de 6. Et là, dans ces petits villages ou dans ces communautés, on organisait une discussion en fait à ces tables. Et chaque table en fait avait une des 6 principes. Et les gens restaient environ entre 15 minutes et 20 minutes par table, en donnant comment ils voyaient par rapport à leur territoire de vie la démocratie, le bien-être et vivre ensemble, etc., etc. Et toutes les 15 minutes ou 20 minutes, on sonnait et hop, la table 1 passait à la 2, la 2 passait à la 3. Il y avait une personne qui restait à chaque table et qui faisait la synthèse au groupe suivant de ce qui avait été dit. Ce qui fait au fur et à mesure qu'on avançait, en fait, il y avait de moins en moins de choses à dire, hein, puisque quand même au bout d'un moment, il y a moins de choses à dire puisque tout a été dit. Et donc la dernière table, en fait, avait pour rôle à partir de tout ce qui avait été apporté, de créer ce qu'on appelle des motions. Une motion, c'est une proposition argumentée. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez parce que, le contexte, parce que pour nous, se nourrir sainement est nécessaire à notre vie, nous proposons, parce que nous proposons de mettre en place un réseau de fermes permaculturelles et polyactivités pour assurer l'alimentation saine dans un rayon de 5 ou 10 km autour de notre commune. Et comme ça, on est reparti avec des centaines de motions argumentées dans les 6 principes de Terra. Et pour ensuite sélectionner les motions qu'on a intégrées dans le projet, à la fin de chaque World Café, on mettait ces motions sur un mur. En fait, on avait un mur de motions qui était rempli de motions dans les 6 principes. On donnait, toujours pareil, des gommettes aux gens. C'est-à-dire qu'ils avaient 3 gommettes. Une gommette, ils pouvaient mettre une gommette sur chacun des motions, ou alors en mettre 3 sur une, ou 2 sur une et une sur l'autre. Et on leur donnait une 4e gommette qui était noire. Et ils pouvaient aussi faire une objection. Et l'objection, elle n'était pas discutée, puisqu'on voulait créer des communs entre nous. Et donc, du coup, à la fin, on se retrouvait à une liste de motions
organisé par ordre d'importance pour le collectif. Et après, quand on partait, les gens, ils pouvaient récupérer en fait ces émotions et ensuite les mettre en action avec leur collectif. Et ça permet de créer comme ça une dynamique territoriale assez rapidement. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait par exemple à Ivoire, où après le jeu du modèle économique, on a fait l'après-midi, on a fait 2 heures, ça a duré 2 heures et demie. Et à la fin, ils sont repartis avec, il y avait 12 motions qui sont sorties. Ils sont repartis avec 3 motions qui vont essayer d'implémenter dans leur écosystème coopératif territorial. On peut les connaître. Les 3 qu'ils ont choisis, oui. Alors la première, c'était, ils veulent recréer, parce qu'a priori, il n'y en a pas, une monnaie citoyenne locale dans leur territoire. Parce qu'il pareil, je sais pas, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, il y a des expériences, mais elles sont disparates. Ben là, c'est pareil, ils ont l'impression qu'il y a des initiatives locales, mais que ces initiatives locales, en fait, elles communiquent pas. Et en fait, le fait d'instaurer une monnaie citoyenne locale, ça crée une unité, ça crée une unité de lieu. Et le fait de dépenser dans une monnaie qui est aussi dépensée dans d'autres communes, qui a des valeurs communes, en fait, ça donne aussi une existence en fait, à une communauté politique, la communauté économique politique. Donc la première, c'était ça. La deuxième, c'était, ils voulaient soit créer un lieu, soit recréer dans des lieux des transmissions de savoir et de savoir-faire qui sont en train de disparaître dans leur commune, de telle façon à ce que les gens puissent venir se former en fait à des techniques, à des méthodes, à des activités qui sont en train de disparaître dans leur territoire. Et le troisième, j'ai un trou. Et le troisième, c'était... Ah, j'ai un trou. Je suis désolé. Alors, les 2 premiers, c'était vraiment 14 et 12. Et après, on passait à 8. Mais j'ai oublié. Je vous le redirai, je te l'enverrai, je leur demanderai. Parce que c'était... Voilà. Je propose d'applaudir. Oui. Ce que vous applaudissez là, c'est les 105 personnes, on est bien d'accord. Moi, je suis juste une cheville ouvrière parmi tout ça, et s'ils n'étaient pas là, rien ne serait possible.